Bienvenue à tout le monde. C'est un peu spécial avec Covid, mais on a une solution technique. Je remercie les membres du jury et je vais commencer avec introduire les membres du jury pour cette session. Il y a Dr. Jan Batti de l'Université de Lorraine. Il y a professeur Olivier de Paris de l'Université de Namur et de l'Université de Mons, on a professeur Philippe Leclerc, professeur Yves Gossuin, professeur Michel Vouet et moi-même, professeur Björn Maas, qui préside cette session. Et professeur Michel Vouet est aussi promoteur de ce travail. On va commencer cette session publique avec une présentation de M. Guyot pendant 45 minutes. Et après, le jury va poser quelques questions. Attention au public, vous pouvez aussi poser des questions via le canal chat de YouTube. Vous pouvez mettre des questions et après les questions du jury, on va regarder s'il y a des questions du public. Voilà, je donne la parole à M. Guyot pour la présentation. Ok, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Secrétaire, Messieurs les membres du jury, bonjour à tous. Alors aussi, bonjour à tout le monde qui est sur YouTube en direct. Ça me fait très plaisir de voir autant de personnes à ma défense publique. Donc voilà, encore un grand merci. Et c'est dans des circonstances exceptionnelles que je vais vous présenter les résultats de mon travail. Et j'espère que finalement, durant ces quelques minutes où je vais vous présenter mes résultats, eh bien, vous allez passer un agréable moment avec moi. Alors, comme la défense publique est en français, eh bien, nous avons traduit le titre de ma thèse. Et voici le titre, c'est « Nanocomposite plasmonique encapsulant des molécules d'or et d'argent, synthèse in situ et propriétés optiques locales par imagerie ellipsométrique spectroscopique ». Donc, durant la présentation, je vais essayer d'expliquer ces différents mots pour que finalement vous puissiez comprendre les résultats majeurs obtenus durant mon travail. Alors, on va commencer simplement avec l'or. L'or, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, souvent lié aux divinités, ça se réfère au soleil. Et donc, par exemple, on peut voir dans la légende du roi Midas qui avait demandé aux dieux d'avoir la possibilité de transformer tout ce qui touchait en or. Et donc ici, on peut voir sa fille qui est transformée en or. Alors aussi, dans la culture bouddhiste, l'or est porteur de lumière spirituelle. Alors l'or, c'est un métal qu'on peut travailler facilement et donc où il y avait beaucoup de bijoux qui ont été créés avec l'or et encore aujourd'hui. L'or, on a aussi essayé des tests on a testé pour soigner la tuberculose, mais sans vraiment des bons résultats. Et finalement, on peut encore citer l'or comme additif alimentaire. Par exemple, dans les boissons alcoolisées, on retrouve des paillettes d'or et ça, mon papa s'en souvient. Alors, pour ce qui est de l'argent, eh bien, c'est aussi très connu depuis très longtemps et il y a plusieurs siècles déjà, on crée des verres en argent. Ici, c'est de l'époque romaine. Et il faut savoir que les capacités antibactériennes de l'argent sont connues depuis très longtemps. On utilisait par exemple des bandages avec un tout petit peu d'argent pour éviter une surinfection de certaines plaies. L'argent, mais aussi on peut faire des bijoux, des pièces, etc. Et il faut savoir qu'un autre exemple important avec de l'argent, eh bien, c'est la photographie, qui utilise des plaques d'argent. On parle de photo argentique. Et finalement, aussi un additif alimentaire pour recouvrir des petits gâteaux, par exemple, avec de l'argent. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt des particularités avec l'or et l'argent qui vont amener à des couleurs bien spécifiques. Et on va parler donc de verres colorés. Premier exemple, c'est la coupe de Lycurgue. Cette coupe, qui date du IVe siècle après Jésus-Christ, décrit une scène de la mythologie qui représente le triomphe de Dionysos sur Lycurgue, un roi de Thrace. Alors, cette coupe, elle est vraiment très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a deux aspects. Lorsqu'on l'éclaire de l'extérieur, eh bien, elle a une coloration plutôt verte. Alors que lorsqu'on l'éclaire de l'intérieur, donc ici, vous devez imaginer une lampe à l'intérieur, et à ce moment-là, elle apparaît rouge. Et donc, elle est verte en réflexion et rouge en transmission.
Et en fait, il y a eu des expériences qui ont été faites sur ce verre et ils ont constaté que ce verre contient un mélange d'or et d'argent de toute petite taille, qui sont en fait des nanoparticules, ainsi que du cuivre. Pardon. Et il est identifié comme étant le plus ancien objet en rubis doré. Cela veut dire qu'il contient des petites particules d'or. Et donc, il a cet aspect un peu rougeâtre. Alors, on peut se poser la question de savoir si c'est un coup de chance, parce qu'il y a très peu, enfin, il n'y a pas du tout d'autres verres de ce type avec ces particularités incroyables qui a été retrouvé dans cette époque. Et en fait, on pense que c'est un coup de chance parce que les Romains n'avaient pas la capacité de dissoudre l'or et donc de créer vraiment des nanoparticules après dans des verres. Néanmoins, ces verres colorés ont continué à être utilisés, par exemple dans les vitraux. Donc ici, on a les joueurs d'échecs en haut qui datent du XVe siècle et les miracles de Saint-Nicolas du XIIe siècle en bas, qui sont des vitraux qui utilisent des sels d'argent. Les sels d'argent étaient fort utilisés par les vitriers pour amener une coloration sur ces vitraux. L'argent pouvait donner des couleurs allant du jaune pâle à l'orange foncé et on utilisait du cuivre pour avoir du rouge. C'était une technique qui était fort utilisée dans les cathédrales européennes à une certaine époque. Alors, pour revenir au rubis doré, eh bien, il a fallu attendre le XVIIe siècle pour vraiment avoir une fabrication industrielle de ce genre de verre qui a vite sombré puisque ça coûtait très cher d'avoir des verres avec de l'or à l'intérieur. Alors ici, nous, ce qu'on va se poser comme question, c'est pourquoi on a ces couleurs et qu'est-ce qui permet d'avoir ces couleurs intéressantes avec de l'or et de l'argent. Alors tout d'abord, expliquons d'abord ce que c'est la lumière. La lumière, c'est une onde. Une onde, c'est le déplacement d'une perturbation. Alors pour imaginer une onde, c'est simple. Vous lancez un caillou dans un lac et vous allez voir une déformation qui va se propager à la surface du lac. Eh bien ça, vous avez créé une onde. On a une onde électromagnétique pour la lumière. Ça veut dire qu'on a l'oscillation d'un champ électrique, ici, et l'oscillation d'un champ magnétique qui se déplace. Et donc, on va parler de direction de propagation ou de propagation du champ électrique ou de la lumière. Si on regarde ici le champ électrique, on peut faire propager cette onde et donc elle se dirige vers la droite avec la direction de propagation dirigée vers la droite. Paramètre important, on peut parler de la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux pics, la distance qui sépare deux pics. On va parler de longueur d'onde lambda. Donc ça, c'est un des paramètres avec lesquels je vais souvent revenir aujourd'hui. Alors, la lumière, eh bien, elle va se propager dans des milieux. Et donc, prenons deux milieux, le milieu blanc et le milieu bleu. Ils sont chacun caractérisés par ce qu'on appelle un indice de réfraction, c'est-à-dire un indice qui permet de caractériser ce milieu. Si j'envoie de la lumière sur une interface, c'est-à-dire sur un changement de milieu entre les deux milieux, eh bien, on va avoir une partie de la lumière qui va être réfléchie et une partie de la lumière qui va être transmise. Et cela, suivant des angles bien précis, qui sont des angles d'incidence, de réflexion et de transmission, qui sont régis par les lois de la réflexion et de la réfraction. Alors, si mon faisceau lumineux continue de se propager, eh bien, il va ressortir de l'autre matériau et il va être transmis dans le milieu 1 encore une fois. Eh bien, ce phénomène de réflexion ou de réfraction, vous pouvez très bien les comprendre simplement en vous mettant devant une vitre. Vous vous mettez suffisamment proche d'une vitre, la lumière qui vient de vous va vers la vitre, traverse la vitre et la personne qui est à l'extérieur peut vous voir. Mais si vous êtes suffisamment proche de la vitre, eh bien, vous allez voir votre reflet dans cette vitre. Et donc, vous avez et la loi de la réflexion qui vous permet de vous voir dans la vitre et la loi de la réfraction qui permet à ce que la personne vous voit de l'autre côté de la vitre. Alors, je parlais de l'indice de réfraction qui caractérisait le milieu. Pour aller un tout petit peu plus loin, on a besoin d'une propriété physique qui s'appelle la permittivité. Et la permittivité, ça va permettre de décrire le matériau, la réponse optique du matériau lorsque celui-ci est soumis à de la lumière ou à un champ électrique. Et en fait, lorsque je vais parler de propriété optique des matériaux, eh bien, je vais simplement utiliser cette relation-ci que vous voyez à l'écran avec n qui est l'indice de réfraction et k qui est ce qu'on appelle le coefficient d'extinction qui fait appel justement à tout ce qui est phénomène d'absorption. Et lorsque, dans ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler des propriétés optiques, eh bien, je vais à chaque fois essayer de vous montrer N et K. C'est ça que moi, je vais appeler les propriétés optiques du matériau. Rassurez-vous, c'est la seule équation normalement qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vais continuer avec la lumière. La lumière fait partie, c'est une onde électromagnétique qui fait partie du spectre électromagnétique. Et donc, dans le spectre électromagnétique, on trouve les ondes radio jusque les rayons gamma. Quelle est la différence entre toutes ces ondes?
c'est la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux pics. Dans les grandes ondes, eh bien, on a une distance qui est très grande, alors que dans les ondes, les rayons gamma, on a une toute petite distance, une longueur d'onde qui est très petite. Et la lumière visible, eh bien, nous, on se situe là. Ça, c'est simplement ce qu'on voit du spectre électromagnétique qui est très, très grand. Et donc, le spectre, la lumière visible, ça commence à plus ou moins 380 nanomètres jusqu'à 750 nanomètres. Et il faut savoir que ici, je vous ai donné donc la longueur d'onde. Quand je vous donne 400, 500, 600, ce sont des longueurs d'onde. Et donc, dans la lumière visible, on peut vraiment associer une longueur d'onde à une couleur du spectre de la lumière visible. Alors ici, je vous parle aussi de nanomètres. Et donc, on a déjà entendu le mot nanoparticule, nanomètre, ce qui fait appel au nanomonde. Eh bien, essayons de voir un petit peu c'est quoi le nanomonde et surtout le comparer par rapport à des choses qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît par exemple la hauteur d'une table, c'est 1 mètre. On connaît la longueur d'une abeille, c'est plus ou moins 1,5 cm. Maintenant, si on passe au monde micro, c'est-à-dire déjà 1 million de fois plus petit, eh bien, le crin du doudou, ça a une largeur de plus ou moins 200 micromètres. Les globules rouges a une taille de plus ou moins 8 micromètres. Et puis, si on va encore plus petit, c'est le monde nano. Et là, on est 1 milliardième de fois plus petit. Et à ce moment-là, on est dans les tailles de virus qui font de l'ordre de 100 à 150 nanomètres. Et même les atomes qui sont encore plus petits sont inférieurs à 1 nanomètre. Et ça, c'est le nanomonde. Et dans le nanomonde, en fait, l'interaction des éléments n'est pas le même que dans le monde macro, le monde qu'on connaît. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi dans le monde macro, on a ce genre de choses et pourquoi dans le monde nano, on a des colorations bien particulières lorsqu'on vient mettre des petites particules à l'intérieur du verre. Eh bien, c'est que les particules interagissent différemment avec la lumière. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est la partie physique, essayer de comprendre physiquement pourquoi on a des couleurs, des colorations différentes. Alors, simplement, prenons des particules, des nanoparticules avec un petit rayon R. Donc ici, vous avez une nanoparticule avec un petit rayon R. Et cette nanoparticule, elle est électriquement neutre. Ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives à l'intérieur. Lorsqu'on soumet, on soumet la particule à un champ électrique E, qui est dirigé vers le haut, eh bien, on va induire un déplacement de charge à l'intérieur de la particule, avec les charges positives qui vont se trouver en haut et les charges négatives qui vont se trouver en bas. Et on a donc créé un nuage d'électrons à ce moment-là, on va dire que la particule est polarisée. Je peux faire la même chose avec un champ dirigé vers le bas à ce moment-là, et on voit que les électrons vont aller vers le haut et les charges positives vont aller vers le bas. On va donc dire que notre nanoparticule est polarisée, et à ce moment-là, à l'intérieur de la particule, il va y avoir un champ électrique interne qui va jouer comme force de rappel. Alors, une force de rappel, ce n'est pas compliqué à comprendre. Si vous tirez sur un ressort, eh bien, ce ressort, vous allez sentir une force pour qu'il revienne à sa position d'équilibre. C'est la force de rappel. Eh bien, ici, on va avoir la même genre de force de rappel. Le système va vouloir revenir à sa position d'équilibre. Et donc, maintenant qu'on a compris cela, allons mettre nos nanoparticules avec de la lumière, c'est-à-dire avec une onde qui se propage, une variation du champ électrique qui se déplace. Ici, on a des toutes petites particules par rapport à la longueur d'onde. Vous voyez que la longueur d'onde est très, très grande par rapport à la particule. Cela veut dire que la particule, elle ressent quoi? Elle ressent un champ qui est en fait constant. Pour la particule de gauche, le champ est vers le haut, alors que pour la particule de droite, le champ est vers le bas. Et donc, si on envoie de la lumière, eh bien, c'est une propagation du champ électrique, et donc déplacement du champ électrique, déplacement aussi du champ électrique pour les particules. À ce moment-là, ce qui se passe, eh bien, il y a toujours ces nuages électroniques qui vont apparaître, hein, et donc nos nanoparticules vont toujours être polarisées, et ces nuages de charge, justement, on va les appeler des plasmas. Et on a encore la force de rappel, et comme l'onde se propage, eh bien, en fait, on va avoir une oscillation de nos nuages de charge. Et une oscillation quantifiée de ce nuage de charge, c'est ce qu'on appelle un plasmon. Et donc, ici, on arrive justement au mot plasmonique. C'est ça qui est intéressant. On voit maintenant le plasmon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire osciller le système, mais comme tout système oscillant, il est possible de le faire rentrer en résonance. Eh bien, si on apporte une bonne énergie, on peut essayer de le faire rentrer en résonance. Alors, pour comprendre ça, on peut faire une analogie avec une balançoire. On imagine quelqu'un qui pousse une personne sur une balançoire, eh bien, il faut apporter de l'énergie au bon moment, ce qu'on va dire à la bonne fréquence, pour que le système puisse rentrer en résonance. Si on n'apporte pas l'énergie au bon moment, eh bien, le système ne va pas rentrer en résonance. Rentrer en résonance pour la personne en balançoire, ça veut dire osciller de manière vraiment très importante. Eh bien,
pour notre cas, on va pouvoir utiliser la même analogie, c'est-à-dire que la lumière incidente va jouer le rôle de personne qui pousse et la nanoparticule va être la personne qui va être sur la balançoire. La lumière possédant la bonne longueur d'onde va donc induire une résonance plasmonique dans le système composé de nanoparticules. Et à ce moment-là, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir une absorption de l'énergie. Absorption de l'énergie, on est pile poil dans ce qu'on appelle un plasmon de surface localisé. Et vous allez parfois voir dans ma défense le mot LSPR, eh bien ça fait référence à cela. Alors, revenons maintenant à l'interaction avec la lumière et plus les couleurs. Eh bien, si j'envoie ce qu'on appelle de la lumière blanche. La lumière blanche, c'est quoi en fait? C'est de la lumière qui est composée de toutes les longueurs d'onde. Donc, c'est ici toutes les lumières, toutes les longueurs d'onde de la lumière visible. Si je prends un matériau absorbant, par exemple un échantillon à moi, eh bien, on se rappelle que la couleur rouge, eh bien, ça faisait appel aux nanoparticules d'or. Eh bien, lorsque je regarde la lumière qui est transmise, eh bien, il y a une grosse composante dans le rouge, ce qui permet d'avoir cette coloration rouge ici. Si on a cette grosse composante dans le rouge, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a absorbé une énorme composante dans le vert. Donc, ce qui est absorbé, c'est la partie vert du spectre de la couleur visible. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la couleur qui est transmise, la couleur rouge qui est transmise, c'est la couleur complémentaire de la couleur qui a été absorbée. Si je reprends ce graphique-ci et que je viens le remettre pile poil ici, eh bien, les deux vont matcher et vont me redonner la partie de lumière blanche qui est ici. Et donc, on a vraiment un lien entre couleur transmise égale à couleur complémentaire de la couleur absorbée. La transmission et l'absorbance peuvent se mesurer par spectrophotométrie, et ça, je vous montrerai quelques résultats plus tard. Alors, je vais faire la même chose avec les autres particules, c'est les particules d'argent, les nanoparticules d'argent. Et bien là, on a une absorption qui se situe plus dans le bleu, ce qui permet d'avoir un résultat de lumière transmise qui donne dans le jaune. Et là, on est à 415 nanomètres en termes d'absorption. Donc, si je regarde l'absorption, il y a un grand pic qui apparaît dans le bleu. Encore une fois, la couleur transmise est égale à la couleur complémentaire de la couleur absorbée. Alors, maintenant qu'on connaît bien, du moins qu'on comprend bien cette idée que les nanoparticules peuvent absorber de l'énergie lumineuse, eh bien, regardons quelques applications du phénomène de résonance, du phénomène de plasmon localisé, de résonance plasmon localisée, pardon. Et donc, en termes d'application, première application, c'est l'ablation de tumeurs par radiothérapie photothermique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous l'ai dit, les nanoparticules peuvent absorber de l'énergie lumineuse. Eh bien, que devient cette énergie absorbée finalement? Eh bien, elle va être réémise sous forme de chaleur autour de la particule. Et des chercheurs ont montré qu'en changeant la forme de la particule, eh bien, on pouvait réémettre de plus en plus de chaleur. Et donc, en venant mettre des particules près des tumeurs, eh bien, ce qui va se passer, c'est que en envoyant de la lumière avec la bonne longueur d'onde, eh bien, la lumière va être absorbée par particules et va réémettre beaucoup de chaleur autour de la tumeur, ce qui aura tendance à tuer justement la tumeur. Et autre application qui est vraiment dans l'air du temps, puisque c'est à cause de cela que nous sommes obligés d'être chacun à domicile aujourd'hui, c'est une nouvelle détection du Covid-19 grâce à la plasmonique. Alors, comment ça fonctionne? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous avez des petites particules d'or qui sont sur la surface, donc vous aurez des petits points dorés sur la surface. Ces petits points dorés, en fait, ce sont des nanoparticules d'or qui sont fonctionnalisées. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionnalisées? Ça veut dire simplement qu'on a accroché une molécule dessus. Et à ce moment-là, eh bien, si on envoie de la lumière par le dessous, eh bien, on va pouvoir mesurer une résonance plasmonique. On mesure quelque chose. Alors, vous allez me dire, ben là, on n'a pas encore parlé du virus. Ben, effectivement, on fait rentrer le virus maintenant dans le système. Et à ce moment-là, le virus, il va venir s'accrocher sur les petites molécules qui étaient sur la nanoparticule. Ce qui fait qu'à ce moment-là, eh bien, le détecteur plasmonique, lui, va sentir quelque chose et il va détecter la présence du virus qui a été accroché. Et donc, on va pouvoir détecter comme ça le Covid-19 de manière beaucoup plus précise et aussi très rapide. Dernière application dont je veux parler, c'est l'amélioration de panneaux photovoltaïques. Ce qu'on veut faire avec des panneaux photovoltaïques, c'est absorber la lumière pour créer de l'électricité. Eh bien, avec les nanoparticules, on peut améliorer l'efficacité des panneaux photovoltaïques. Comment? Par trois méthodes un peu différentes. Par exemple, la première qui utilise des nanoparticules qui se trouvent dans la surface, dans le volume actif. Le volume actif, c'est
là où la lumière est absorbée. Et là, en fait, les particules sont de grande taille et vont jouer le rôle de diffuseur. Jouer le rôle de diffuseur, ça veut dire qu'elles vont diffuser la lumière. Alors, diffuser la lumière, ce n'est pas compliqué à comprendre. Si vous prenez un faisceau laser et qu'avec un pointeur laser, vous le mettez sur un mur, vous allez voir le spot lumineux dans toutes les directions. Vous avez diffusé la lumière. Eh bien, c'est la même idée ici. Et en diffusant, le parcours optique de la lumière va être augmenté. Et donc, on a plus de chances d'être absorbé et donc de créer un courant. Autre effet, on peut placer les particules juste à la surface ici. Et là, on va utiliser justement la résonance plasmonique qui va créer une augmentation du champ. Et donc, on va avoir à ce moment-là une meilleure dissociation entre ce qu'on appelle la charge positive et la charge négative. Et donc, on va créer un courant et on aura donc un peu plus, une efficacité un peu meilleure. Et finalement, troisième partie, c'est on vient mettre les nanoparticules dans un arrangement bien positionné, c'est-à-dire qu'on essaie de voir vraiment une distance entre les particules qui est parfaitement connue, parfaitement faite, pour créer ce qu'on appelle des modes photoniques qui vont se propager dans le milieu actif. En gros, c'est créer un tout petit peu plus de lumière pour essayer d'absorber plus de lumière et donc d'avoir une efficacité un peu plus supérieure. Alors ça, c'est pour les applications. Il faut savoir qu'il y a énormément d'autres applications, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans trop de détails. Mais voici quelques applications intéressantes. Alors maintenant, je vais définir ce que c'est un nanocomposite, puisqu'on n'en a pas encore parlé. Un nanocomposite, c'est quoi? Ce sont des nano-objets qui sont déposés dans une matrice. Et donc la matrice, si vous voulez, c'est le support de mes nano-objets. Les nano-objets, pour moi, ça va être des nanoparticules métalliques, de l'or ou de l'argent. Et ma matrice, ça va être une matrice qu'on va appeler diélectrique. C'est quoi une matrice diélectrique? C'est simplement quelque chose qui est transparent. Donc une matrice diélectrique, c'est une matrice qui est transparente. Et à ce moment-là, on va vraiment voir les effets plasmoniques dus à mes particules plasmoniques. Ma matrice diélectrique, c'est de l'alcool polyvinylique. Alors c'est un polymère. Alors pour les gens qui ont peur des polymères, c'est un plastique. Mais c'est un plastique qui est assez connu et assez utilisé en fait. Beaucoup de gens en ont chez eux sans le savoir. En fait, c'est le plastique que vous pouvez mettre au lave-vaisselle. Si vous avez des pastilles, vous ne devez pas enlever le plastique avant de le mettre au lave-vaisselle. Eh bien, généralement, ce plastique est fait de PVA parce que ce PVA se dissout très, très bien dans l'eau. En plus de ça, le PVA est biocompatible, donc il a vraiment, vraiment beaucoup d'avantages. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des nanocomposites plasmoniques, c'est-à-dire des particules d'or ou d'argent dans une matrice de PVA. Et donc, finalement, le contexte global de ma recherche, ce sont les propriétés optiques des nanocomposites plasmoniques. Maintenant, on sait ce que c'est. Propriété optique, c'est N et K. Nanocomposite, on vient de voir la définition. Et plasmonique, ça veut dire qu'il peut absorber de l'énergie lumineuse à un certain moment. Et donc, le but de la thèse, c'est quoi? Eh bien, c'est d'essayer d'avoir une meilleure compréhension de la formation de nanoparticules d'or et d'argent dans une matrice polymère, justement pour former ces nanocomposites. Et un autre but, c'était de développer l'imagerie hypsométrique. Et le développement de l'imagerie hypsométrique, j'y reviendrai après parce qu'on n'a pas encore expliqué ce que c'était l'ellipsométrie et encore moins l'imagerie hypsométrique. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment je fais mes nanocomposites. Alors, pour faire mes nanocomposites, eh bien, ce n'est pas trop compliqué. Je prends de l'eau, je prends une solution de polymère dissous dans l'eau et je prends des précurseurs métalliques. Précurseurs métalliques, ça veut dire quoi? Ça veut dire des ions Ag+, ou des AU3+. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on peut résumer par des ions AU3+, et Ag+. Je prends ma solution et je dépose une petite goutte sur un support que je vais appeler substrat. Ensuite, le système, je le mets en rotation. Et quand je mets le système en rotation, eh bien, ça s'étend, ça se répand. Et finalement, à la fin, je vais avoir un film qui va couvrir toute ma surface. Et ce film, il va avoir une épaisseur entre 30 nanomètres et 500 nanomètres. Donc, vous voyez qu'on a encore le message de nanomètre, on reste dans le nanomonde même pour nos films PVA. Et l'épaisseur du film dépend de plusieurs paramètres, dont 2 paramètres, la viscosité et la vitesse de rotation. La viscosité, c'est simple, plus on est proche de l'eau, plus la viscosité ressemble à de l'eau, plus on va être fin, plus la viscosité ressemble à de l'huile et plus on va être épais. Et la vitesse, plus on va aller vite et plus ça va être fin, évidemment. Alors finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens sur mon substrat une couche de polymère avec à l'intérieur des ions métalliques. Et ces ions métalliques, eh bien, en chauffant, ils vont se transformer en petites particules. Donc les petits points ici, vous voyez, ce sont des petites particules. Alors comment c'est possible de passer de Ag+ à Ag0 ou alors de AU3+ à AU0? Eh bien simplement, les ions vont aller chercher les électrons qui sont dans le polymère pour pouvoir passer d'état ionique à état d'atome. Et on a besoin de chauffer pour ça.
Et alors, on a besoin de chauffer à une certaine température. En fait, on doit dépasser une température qui est la température de transition vitreuse du polymère. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'au-dessus de cette température de transition vitreuse, notre polymère va être beaucoup plus mou. Si c'est plus mou, ça veut dire que les ions et les atomes vont pouvoir se déplacer à l'intérieur de manière plus facile et donc ils vont pouvoir interagir entre eux et créer ces nanoparticules. Et donc, il faut dépasser cette température pour pouvoir avoir la formation de nanoparticules. Alors, pour comprendre cette température de transition vitreuse, exemple tout simple, c'est le chewing-gum. Vous mettez le chewing-gum en bouche, vous mâchez, et bien le chewing-gum va être mou. Si vous buvez quelque chose de frais, très frais, et bien à ce moment-là, vous allez sentir que le chewing-gum va se solidifier d'un coup, et puis en rechiquant, et bien à ce moment-là, vous allez retrouver quelque chose de mou. Eh bien, effectivement, lorsque vous avez mis quelque chose de froid, eh bien, vous repassez en dessous de la température de transition vitreuse du chewing-gum. Et lorsque vous remâchez, eh bien, la température remonte. Et donc, à ce moment-là, vous retrouvez un état qui est beaucoup plus mou. Alors, dernière petite information sur ce slide, c'est je vais parler de quantité d'or ou d'argent dans mes nanocomposites. Comment je vais en discuter? Eh bien, simplement en mettant des rapports massiques, c'est-à-dire que je vais dire qu'il y a X% d'or dans du PVA ou X% d'argent dans du PVA, et ce sera un rapport massique. Et donc, finalement, on arrive au plan de ma thèse avec deux côtés, l'AG PVA, donc des particules d'argent et des particules d'or de l'autre côté. Et ici, aujourd'hui, donc voilà ce que nous avons fait. On a regardé l'influence de l'épaisseur sur la résonance plasmonique. On a regardé la croissance de nanoparticules en temps réel pour l'argent. Pour l'or, on a regardé aussi la croissance de nanoparticules en temps réel et on a aussi fait de la détection de la croissance des nanoparticules par imagerie hypsométrique. J'y reviendrai, je n'ai pas encore défini. Et finalement, on obtiendra les propriétés optiques par imagerie hypsométrique spectroscopique, propriétés optiques locales. Aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas le temps de tout voir et donc je vais simplement me consacrer aux 3 bulles qui sont encore colorées ici. Et nous allons commencer tout de suite par AgPVA avec l'influence de l'épaisseur. Tout d'abord, je vais simplement regarder l'absorbance. Donc, on se souvient que les particules d'argent vont absorber dans le bleu. Eh bien, effectivement, si on regarde l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, eh bien, je vais avoir un pic qui sera situé dans le bleu, qui va absorber plus ou moins à 415 nanomètres. Quelles sont les informations qu'on peut sortir de ce genre de graphique? Eh bien, la première chose, c'est que la position du maximum ici peut être associée à la taille des nanoparticules que nous avons créées à l'intérieur de notre film. La hauteur de l'absorption peut être associée au nombre de particules dans le film. Et finalement, la largeur à mi-hauteur eh bien, peut être associé à la distribution de taille de nanoparticules. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que plus on va avoir des particules de taille différente, plus notre pic que nous avons ici va être large. Alors, vraiment, je veux vraiment vous faire attention à celui-ci. La position du pic peut être liée à la taille de nanoparticules parce que c'est ça que nous allons vraiment regarder. Et donc, si ce pic se déplace un peu vers la droite, on va avoir des particules qui seront un peu plus grosses. Si ce pic se déplace un peu vers la gauche, on aura des nanoparticules qui auront une taille un peu plus petite. Et donc, moi, ce que je vais regarder, eh bien, c'est modifier l'épaisseur du fil et regarder en fait comment bouge ce pic qu'on a ici. Et donc, faisons-le. Donc, on a ici plusieurs échantillons. Ces échantillons, ils ont chaque fois la même quantité d'argent à l'intérieur, mais ils ont des épaisseurs différentes. On passe de 380 nanomètres à quelque chose qui fait 15 nanomètres. Donc, on passe vraiment d'un film très épais à un film épais à un film mince. Et comment on fait ça? Eh bien, on rend le système un peu moins visqueux. Et donc, si je regarde l'absorbance, encore une fois, eh bien, pour mon premier échantillon, on a une absorbance qui est très haute et qui est située plus ou moins à 415 nanomètres. Pour l'échantillon inférieur, enfin de 4%, eh bien là, on a une épaisseur de 120 nanomètres, ce qui fait qu'on absorbe un peu moins. On absorbe un peu moins dans le système. Par contre, on est toujours à 415 nanomètres. Puis à 2%, eh bien, même chose, on absorbe encore un peu moins, mais on est toujours à 415 nanomètres. Et regardez pour les 2 derniers points. On a un tout petit déplacement vers la droite ici. Et ce déplacement vers la droite, il correspond à quoi? À un déplacement de la position du pic maximum. Et donc, ça veut dire qu'on a des tailles différentes de nanoparticules. Alors, pour confirmer ce résultat, on a fait plusieurs fois les manipulations. Et en faisant plusieurs fois les manipulations, on a pris les valeurs. Et pour des films épais, on reste avec quelque chose qui est aux alentours de 415 nanomètres, alors que pour quelque chose qui est fin, eh bien, on est aux alentours de 429 nanomètres.
Ce qui veut dire qu'on a 15 nanomètres de différence plus ou moins entre les deux. Ces 15 nanomètres ne sont pas négligeables. On a donc des tailles différentes entre les films minces et les films épais. On commence à voir qu'on a une influence de l'épaisseur sur en fait, la résonance plasmonique et plus précisément sur la taille des nanoparticules que nous avons créées. Alors avant d'aller plus loin, avant de parler de l'ellipsométrie, je dois introduire la polarisation. Alors, la polarisation, eh bien, pour définir cela, on va d'abord revenir sur la définition d'une onde électromagnétique. C'est la propagation de l'oscillation d'un champ électrique et magnétique. Eh bien, la polarisation va être donnée par le plan d'oscillation du champ électrique. Alors, autant utiliser un petit schéma. Prenons ici un champ électrique de ce type. Eh bien, la polarisation sera de haut en bas et sera linéaire. Lorsqu'on a un champ de ce type-ci, eh bien, à ce moment-là, on aura une polarisation dite linéaire, gauche-droite. On peut l'appeler autrement, mais moi, j'ai décidé de l'appeler gauche-droite. Et puis, lorsque le champ électrique oscille dans toutes les directions, on a de la lumière non polarisée, comme par exemple la lumière du soleil. On peut polariser la lumière grâce à un polariseur. Et généralement, beaucoup de gens ont déjà entendu les lunettes polarisantes. En fait, c'est simplement des lunettes qui utilisent le phénomène de polarisation, qui vont polariser la lumière. Et donc, utilisons un polariseur, voyons l'effet que ça fait. Si je prends une polarisation linéaire qui va de haut en bas, verticale, et que je prends un polariseur vertical, à ce moment-là, mon onde va se propager sans problème. Elle va passer de l'autre côté du polariseur. Par contre, si je prends une oscillation du plan gauche-droite, par exemple, linéaire gauche-droite, lorsqu'on arrive au polariseur vertical, à ce moment-là, l'oscillation ne peut plus continuer et après, on a une intensité qui est nulle. L'onde ne se propage pas de l'autre côté. Et si je prends la lumière qui est non polarisée, avec un polariseur vertical, je peux la polariser par exemple verticalement. Et puis avec un polariseur horizontal, je peux complètement bloquer le signal et donc il n'y aurait rien qui apparaît finalement à la suite. Alors ici, je vous ai parlé de lumière polarisée verticalement, enfin du moins linéairement, mais il faut savoir qu'elle peut être polarisée de manière circulaire, de manière elliptique. Et justement, c'est ça l'intérêt, c'est l'elliptique, puisque l'ellipsométrie, ellipsométrie, ça fait appel à ellipse de polarisation. Et l'ellipsométrie, c'est une technique qui est basée sur le changement d'état de polarisation de la lumière après la réflexion. Donc simplement, je ne vais pas expliquer tout ce schéma, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on a d'abord une polarisation qui est linéaire. Cette polarisation se propage, donc ça c'est sur la lumière se propage. On a de la réflexion ici, et après la réflexion, on obtient une ellipse. Et donc il y a bien une modification, un changement d'état de polarisation entre les deux. Et c'est ça qu'on appelle de l'ellipsométrie. Alors l'ellipsométrie, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. C'est une technique qui est non destructive, ça veut dire qu'on envoie simplement de la lumière et on regarde ce qui est réfléchi. Et en plus de ça, elle donne accès aux propriétés optiques, c'est-à-dire au N et au K, mais aussi à l'épaisseur. Et ça, c'est vraiment l'intérêt. Par contre, ce n'est pas une mesure directe. Ce n'est pas parce que je fais la mesure que j'ai directement accès à N, à K et à D. J'ai besoin pour ça d'un modèle optique. Et sans modèle optique, je ne peux rien faire. Et alors aussi, si je n'ai pas les propriétés optiques, je n'aurai jamais accès à l'épaisseur. Ce qu'il faut bien comprendre avec cette machine-là, et mon promoteur de thèse, M. Vouet, me l'a bien appris, c'est que ce n'est pas une boule de cristal. On a vraiment besoin de connaître notre échantillon à fond pour pouvoir utiliser l'ellipsométrie, même si l'ellipsométrie est très intéressante. Et avec l'ellipsométrie, on va mesurer deux paramètres indépendants qui sont psi et delta. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure en imagerie ellipsométrique, mais sachez que l'ellipsométrie va mesurer des psi et des delta. Alors, je reviens finalement à mon problème, qui était l'influence de l'épaisseur sur la résonance plasmonique. Effectivement, ici, on va utiliser l'ellipsométrie parce que c'est super intéressant, puisqu'on mesure et les propriétés optiques et l'épaisseur en même temps. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et j'ai 90 échantillons que je vais séparer en 4 classes. Voici mes 4 classes. J'ai des épaisseurs fines et des épaisseurs épaisses. Et donc, dans les échantillons fins, j'ai des fins avec peu d'argent et des fins avec beaucoup d'argent. Donc, c'est là, on a peu d'argent ici et là, on a beaucoup d'argent. Et pour les épais, on a peu d'argent ou beaucoup d'argent. Donc, on a 4 classes qui sont données avec ces couleurs. Donc, je fais une étude ellipsométrique, mais j'ai besoin d'un modèle pour ça. Ça, je vous l'ai déjà dit. Le modèle, je ne vais pas vous le donner. Ce que je vais donner, c'est les propriétés optiques directement. Donc, je vais vous donner accès à N, ici, et à K. Tout simplement pour vous montrer quoi? Que lorsqu'on a de l'argent dans une matrice PVA,
eh bien, le coefficient d'extinction présente un pic. La partie qui absorbe présente un pic. Eh bien, ce pic, c'est exactement le même genre de pic qu'on a vu tout à l'heure avec l'absorbance. Il y a une absorbance quelque part. Eh bien, on la retrouve ici. Et ce pic, eh bien, on peut le caractériser par 3 paramètres, position, hauteur et largeur. Et donc, c'est vraiment très intéressant. On retrouve finalement les 3 paramètres de tout à l'heure. Et regardez ce que ce pic induit. Donc, le pic ici en pointillé, si vous regardez en indice de réfraction n, eh bien, on voit une grosse modification de l'indice de réfraction. Alors que lorsqu'on a quelque chose qui est nul en K, donc vous voyez la barre qui est noire ici, vous voyez que K à ce moment-là vaut 0 partout, eh bien, on a une simple modification toute lente de l'indice de réfraction. C'est ce qu'on appelle une loi de dispersion. On a une variation très lente. Et en fait, ça, c'est pour un matériau qui est transparent. Donc, par exemple, le polymère, eh bien, c'est simplement la loi qui régit le polymère, la loi optique, les propriétés optiques du polymère. Maintenant qu'on sait ça, eh bien, nous, on va regarder les paramètres du pic. La hauteur, la position et la largeur. On va regarder ces 3 paramètres. Et on a 3 paramètres et on a 90 échantillons. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est un peu de statistique. Et ce qui est bien avec la statistique, c'est qu'on va montrer des résultats et on peut être sûr que ces résultats ont du sens puisqu'on fait des statistiques dessus. On va donc regarder ces 3 paramètres les uns en fonction des autres. Et donc, voici le graphique. Donc, ici, j'ai la hauteur A en fonction de la position. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On peut très bien couper nos nuages de points facilement entre les éléments qui ont beaucoup d'argent et les éléments qui ont très peu d'argent. Pour la hauteur et la largeur, même chose, on peut couper facilement les rouges et les verts, des bleus et des jaunes. Par contre, lorsqu'on regarde la position et la largeur, eh bien là, c'est très compliqué. On a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe. Il y a les points qui se superposent énormément. Donc, on se pose la question de comment on va pouvoir obtenir de l'information de ce genre de graphique. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les données entre des films fins et des films épais. Mais avant de faire ça, eh bien, nous allons essayer de comprendre comment on peut séparer des données. Pour séparer des données qui se superposent, on va utiliser ce qu'on appelle un séparateur à large marge. Alors, qu'est-ce que c'est? 2 exemples tout simples pour essayer de comprendre. Prenons 2 nuages de points qui sont séparables. Eh bien, on peut les séparer facilement, soit comme ça, soit comme ça. Mais ce n'est pas vraiment le meilleur séparateur. Donc, on doit essayer de trouver le meilleur séparateur. Eh bien, le meilleur séparateur, ce sera donné par le séparateur qui possède les plus grandes marges, c'est-à-dire les plus grandes, avec les lignes pointillées les plus larges possibles. Et si on a des données qui se superposent, donc des données qui sont mal classées à ce moment-ci, eh bien, on peut aussi trouver le meilleur séparateur, mais si on a une mauvaise classification, ce n'est pas grave. On tient compte de ça lorsqu'on crée l'algorithme qui permet de faire ça, et on arrive quand même à trouver le meilleur séparateur. Revenons à nos données. Et nos données, on veut montrer des films épais et des films fins. Et le but, c'est de regarder l'influence de l'épaisseur. Donc, c'est très bien de regarder les films épais d'un côté et les films fins de l'autre côté. Et si on regarde, eh bien, on arrive très bien à couper les triangles et les points. On arrive vraiment à scinder les deux et des deux côtés. Alors, vous allez me dire, OK, super, on a réussi à les scinder, mais quelle est l'information? Qu'est-ce que ça apporte finalement au système? Eh bien, simplement, si on regarde la pente, c'est-à-dire la direction de nos lignes bleues, ici, elle va vers le bas, alors que de ce côté-ci, elle va vers le haut, eh bien, les pentes sont différentes. En fait, elles sont même opposées. Et si les pentes sont opposées, eh bien, ça nous donne vraiment un sentiment que les comportements sont différents entre les films fins et les films épais. Donc, on a vraiment des différences. Alors, comment essayer de comprendre ces différences, toutes ces différences qu'on a mis au point? Eh bien, par un mécanisme de croissance. Et ça, c'est le premier gros résultat de ma thèse, c'est que lorsqu'on considère des films qui sont fins, donc on est dans cette partie à gauche ici, eh bien, si je regarde cette partie-ci, les ions ou les atomes, lors de la diffusion, donc lorsque je chauffe, eh bien, ils ne peuvent se déplacer que suivant 2 dimensions, soit en avant ou en arrière, ou gauche et droite. Mais ils sont contraints, confinés, un peu comme nous, à rester entre 2 zones. Alors que dans le cas de 3 dimensions, eh bien là, ils ont beaucoup plus de place, et donc les ions peuvent aller en haut, en bas, à droite, à gauche, devant ou derrière. Et à ce moment-là, eh bien, cette différence amènerait des tailles de nanoparticules qui seront finalement différentes. Alors, je vais continuer dans mes résultats. Donc ça, c'est un de mes premiers gros résultats de ma thèse. Je vais continuer dans mes résultats avec l'or dans du PVA et la détection par imagerie ellipsométrique. Avant la détection par imagerie ellipsométrique, un rappel simplement que mes nanoparticules d'or qui sont dans le film PVA, eh bien, absorbent dans le verre à 530 nanomètres. Et donc, on a bien cette absorption dans le verre qui nous donne le rouge
comme on avait discuté tout à l'heure. Et donc, je vais utiliser ce genre d'échantillon qu'on a ici pour utiliser ces échantillons sur l'imagerie hypsométrique. Je vais utiliser l'imagerie hypsométrique. L'idée, c'est de prendre des images psi et delta de mes échantillons. Prendre des images psi et delta, eh bien, ça revient en fait à envoyer de la lumière sur mon échantillon et la lumière passe ensuite par un objectif de microscope et j'ai une caméra à l'arrière qui permet d'avoir des images en psi et delta. Donc, je prends des images en psi et delta, mais ce qui est vraiment intéressant avec cette technique, c'est que la taille d'un pixel sur mon image est de l'ordre du micromètre. Micromètre, on se rappelle, c'est 1 million de fois plus petit que le mètre. Et donc, j'obtiens des images avec chacun des pixels, un psi, donc une image en psi avec chacun des pixels des psi, ou une image en delta avec chacun des pixels correspondant à des deltas. Et donc ça, c'est les deux paramètres que l'ellipsomètre me donne lors de la mesure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une résolution 4000 fois supérieure à l'ellipsomètre conventionnel grâce à cette technique. Et donc, c'est vraiment, on a accès à une réponse optique qui est beaucoup plus précise. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de suivre la croissance des nanoparticules d'or par imagerie ellipsométrique, puisque c'est une technique qui est très précise, très locale. On va essayer de faire cela. Et donc, regardons nos échantillons. Je prends un échantillon avec, regardez, seulement 2% d'or dans mon PVA. Ce pourcentage, normalement, est indétectable par ellipsométrie conventionnelle. Ici, on utilise un ellipsomètre qui est monolongueur d'onde, c'est-à-dire avec une seule longueur d'onde, et j'envoie la lumière et je prends des images. Première image, c'est-à-dire l'image avant mon recuit. Donc là, on est à 0 minutes, on est à température ambiante. Eh bien, vous voyez que soit en psi et en delta, on a quelque chose qui est très homogène. Lorsque je commence à chauffer, après 30 minutes, on commence à avoir des points qui apparaissent. Vous voyez des points apparaître sur les deux images. Lorsque je continue à chauffer, après 60 minutes, les points continuent à augmenter. 90 minutes, encore plus. Et 120 minutes, eh bien là, on commence à avoir une structuration. Alors, pour mieux voir la structuration, on peut faire un petit zoom. Et donc, en faisant un zoom, qu'est-ce qu'on voit? On voit des structurations qui apparaissent avec des zones où il semblerait qu'il y ait quelque chose et des zones où il semblerait qu'il n'y ait rien. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est qu'on a un changement de la réponse optique dû à la croissance des nanoparticules. Au départ, on a quelque chose qui est très homogène, très plat, et puis on commence à avoir des variations. Et ces variations ne peuvent être que dues aux croissances de nanoparticules. Et donc, on a réussi à détecter quelque chose qui, normalement, est indétectable. Alors, évidemment, moi, j'aimerais bien utiliser un modèle pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, on veut essayer d'utiliser un modèle, mais le problème, c'est qu'on est à une seule longueur d'onde. Comme on est à une seule longueur d'onde, eh bien, les modèles conventionnels ne sont pas applicables. Et donc, on va essayer de réfléchir pour un autre modèle. Et en fait, on est dans des conditions expérimentales favorables pour utiliser ce qu'on appelle un modèle simple. Modèle simple, c'est simplement une couche avec mon support et de l'air au-dessus. Et dans cette couche, eh bien, je vais faire varier l'épaisseur, le petit d de tout à l'heure, l'indice de réfraction, le petit n, mais je vais laisser mon petit k à 0, comme si ça n'absorbait pas. Et à ce moment-là, je vais pouvoir tracer ce qu'on appelle des courbes à angle d'incidence constant. Alors, n'ayez crainte sur le graphique, on peut expliquer simplement. Vous avez donc le delta qui est un des paramètres ellipsométriques, vous avez l'autre paramètre ellipsométrique psi, et chacune des lignes ici est une courbe calculée, une courbe théorique, qui dépend de quoi? Qui dépend et de n. Vous voyez qu'ici, on a n égale à 1,46, mais à côté 1,47, puis 1,48, puis 1,49, jusqu'à 1,55, 1,56. Et ces courbes dépendent de l'épaisseur aussi. Donc, lorsque je déplace mon curseur comme ça, eh bien, je vais vers des épaisseurs plus petites. Ce que je peux faire, c'est simplement mettre mes résultats sur ce genre de courbe et essayer donc d'avoir des paramètres physiques. Et donc, lorsque je fais ça, eh bien, mes points apparaissent sur mes courbes. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que dans un premier temps, on a une décroissance de l'épaisseur puisque mes points vont vers le bas, donc suivent une courbe, donc on décroît en épaisseur. Et puis, on a une augmentation, donc on passe de 370 à 365 nanomètres. Et puis, on a une augmentation de l'indice de réfraction après 90 minutes. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On montre qu'on a deux phases. Et donc, on montre qu'on a deux phases, ce qui est incroyable, puisque normalement, c'était indétectable. Et là, on arrive à détecter et en plus à montrer une cinétique dans le système. Alors, en plus de ça, ce qui est assez surprenant, c'est que nous avons mesuré deux choses distinctes, enfin deux choses similaires, alors qu'on a utilisé des méthodes et des échantillons un peu différents, toujours avec les nanoparticules d'or. Si je regarde l'absorbance, et donc on se rappelle de l'absorbance avec le pic qui apparaît au cours du temps, et bien ici j'ai fait un recuit en direct. Donc ça, c'est la croissance en direct de mes nanoparticules. J'avais dit que j'en parlerais pas, mais je prends quand même 2 minutes pour en parler.
Au tout début, il n'y a pas d'absorbance, c'est 0. Et puis, au fur et à mesure du recuit, eh bien, on a une augmentation de ce pic avec, finalement, à la fin, un pic d'absorption qui permet de me dire que les nanoparticules sont bien là. Eh bien, en fait, si je regarde l'évolution de cette absorbance au cours du temps, eh bien, regardez, j'ai une première phase ici, et puis j'ai une deuxième phase là. Et donc, j'ai bien deux phases dans mon système. Et c'est exactement le même genre de résultat qu'ici. On a une phase et puis une deuxième phase. Ce qui est vraiment intriguant, c'est que les deux phases ont l'air d'être plus ou moins au même moment. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on devrait essayer de faire plus de mesures pour essayer vraiment d'expliquer ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, on a dans un côté décroissance de l'épaisseur et augmentation de l'indice de réfraction, et de l'autre côté, on a un rythme de croissance avant 90 minutes et un rythme de croissance après 90 minutes, mais il semblerait qu'il y ait un lien entre les deux. Et donc, deuxième résultat pour moi très important de ma thèse, c'est qu'on a réussi à détecter la croissance de nanoparticules dans les matrices polymères, alors que normalement, c'était indétectable avec les concentrations qu'on utilisait. Et en plus de ça, on a réussi à montrer que la dynamique de croissance était composée de deux phases distinctes, une décroissance de l'épaisseur et une augmentation de l'indice de réfraction. Finalement, eh bien, après tout ça, j'arrive au dernier point de ma thèse, qui était les propriétés optiques locales par imagerie ellipsométrique spectroscopique. Alors, quelle est la différence entre imagerie ellipsométrique et imagerie ellipsométrique spectroscopique? Eh bien, en imagerie ellipsométrique, on a une seule longueur d'onde. En spectroscopique, eh bien, on a accès à beaucoup de longueurs d'onde. Et là, à ce moment-là, on peut utiliser des modèles conventionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'imageur ellipsomètre spectroscopique, nous l'avons eu en fin de thèse. Et donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai travaillé avec la partie à gauche et puis j'ai commencé à travailler avec la partie à droite. Revenons avec nos images, avec les structurations étonnantes. Là. Eh bien, si on reprend ces images-là, si je vois quelque chose de différent, ça veut dire qu'on a une variation des propriétés optiques locales. Et grâce à l'imagerie ellipsométrique spectroscopique, je vais pouvoir mesurer ces petites variations. Et donc, prenons une image. Et en prenant une image, je peux faire deux zones, une zone 0 et une zone 1. Déjà, à l'œil, on se rend compte qu'il y a une différence entre les deux images. Et donc, eh bien, on va pouvoir essayer de mesurer les angles psi et delta à l'intérieur, donc les paramètres psi et delta dans ces zones. Et quand on mesure les psi et delta dans ces zones, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une petite variation entre les deux. Eh bien, cette petite variation va nous permettre de mesurer des propriétés optiques différentes. Mais je vous l'ai déjà dit, l'ellipsomètre ne donne pas les propriétés optiques comme ça, on a besoin d'un modèle. Et quel modèle nous allons utiliser? Eh bien, ici, on peut comprendre le système comme des particules étant dans la matrice polymère, donc des petites inclusions dans les matrices polymères. Et en fait, la réponse d'un système de ce type, la réponse optique, eh bien, on peut considérer que c'est un nouveau milieu qui est dit effectif. Et ce nouveau milieu, il dépend de plusieurs paramètres, mais il nous donne accès aux paramètres importants, c'est l'épaisseur, le D, et la fraction volumique en or. Alors, la fraction volumique, je n'en ai pas encore parlé, mais simplement, c'est quoi? C'est la fraction d'or, la quantité d'or qu'il va y avoir dans une fraction de volume. Donc, vous considérez un petit volume et on regarde le nombre d'or, si vous voulez, qu'il y a là-dedans. Et donc, ce modèle nous donne accès à ça. Et donc, on peut mesurer dans chacune des zones 0 et 1 les valeurs D et F. Et D nous donne des valeurs qui sont similaires, avec 1 nanomètre de différence, alors que les fractions volumiques, eh bien, la zone 0, en fait, a une erreur tellement grande qu'on peut dire que ça vaut 0, et l'autre, par contre, nous donne une valeur de 0,1%, ce qui est normalement complètement indétectable, mais encore une fois, grâce à l'imagerie ellipsométrique, on y arrive. Et donc, pour faire simple, en zone 0, il n'y a pas d'or, et en zone 1, il y a de l'or. Et donc, on a accès maintenant aux propriétés optiques. La zone 1 eh bien, nous donne un pic qui est le pic d'extinction, hein, le pic d'absorption, si vous voulez, qui est le coefficient K, avec une petite variation de l'indice de réfraction. Et l'autre nous donne une valeur qui est de 0, même s'il y a un petit pic, c'est tellement faible que c'est 0. Eh bien, à ce moment-là, en fait, vous voyez, on retrouve la loi de dispersion de tout à l'heure, une variation très lente de l'indice de réfraction sur le spectre. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que comme on a pris une image, eh bien, on a plein de points, plein de pixels, et on va pouvoir réutiliser les valeurs mesurées dans le modèle pour retrouver des images des propriétés physiques D et F. Et donc, on a accès comme ça à des images de propriétés physiques. Par exemple, l'image de l'épaisseur. Donc, ça, c'est l'image de l'épaisseur de mon échantillon. Donc, pixel par pixel, je connais la valeur de mon épaisseur. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est
de montrer la fraction volumique en or qui, elle, eh bien, pixel par pixel change, mais surtout, c'est que vous avez une sorte de structuration. Il y a certains endroits où c'est bleu foncé, la fraction volumique est nulle. Et à d'autres endroits, la fraction volumique n'est pas nulle, est différente de 0, là où c'est un peu plus clair. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on a réussi à détecter les propriétés optiques à l'échelle du micromètre. Et ça, ce n'est pas évident. Et donc, ce qu'on aimerait bien faire maintenant, pour clôturer comme dernier résultat, c'est essayer d'expliquer pourquoi on a ces structurations. Qu'est-ce qui permet d'avoir des zones où il n'y a pas d'or et des zones où finalement l'or se regroupe, on dirait. Eh bien, pour ça, on a proposé un mécanisme de croissance. On revient à mon échantillon où on avait juste les AU3+, donc les ions or, qui sont répartis uniformément dans mon film polymère. Eh bien, lorsque je commence à chauffer, on voit que certains AU3+ se sont transformés en AU0, c'est-à-dire qu'ils ont assez d'électrons pour se transformer en AU0. À ce moment-là, lorsque je continue à chauffer, eh bien, il y a diffusion de mes AU0, ils commencent à se regrouper en petits clusters, vous voyez ici, et ces petits clusters, à partir d'un moment, ils deviennent assez grands et ils deviennent des petites nanoparticules. Ces petites nanoparticules vont continuer à grandir et à un certain moment, il va y avoir de plus en plus de particules et à un certain moment, ces particules ne savent plus bouger parce qu'elles sont tellement grandes qu'elles ne savent plus diffuser dans le polymère. Et à ce moment-là, ces grosses particules, eh bien, elles vont faire quoi? Elles vont attirer tout ce qui est or autour d'elles pour essayer d'encore grossir, grossir, grossir. Cette attraction va laisser des zones où il n'y aura pas d'or à certains endroits et des zones où il y aura beaucoup d'or à d'autres endroits. Et donc, on arrive finalement à la conclusion et plutôt au résultat de la thèse. Qu'est-ce qu'on a montré aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai montré durant toutes ces années? C'est que l'épaisseur du film a une influence sur la croissance des nanoparticules lorsqu'on regarde en termes de particules d'argent. On a une variation de taille entre les particules créées dans des films fins et créées dans des films épais. On a une différence de taille et on a vu que ça jouait sur la résonance plasmonique. On a montré, grâce à l'imagerie ellipsométrique, qu'on arrivait à détecter une croissance d'un nanoparticule d'or alors qu'on est dans des concentrations très faibles. Et en plus, on a réussi à montrer qu'il y avait deux dynamiques différentes, une décroissance de l'épaisseur et une augmentation de l'indice de réfraction. Et finalement, dernier point, c'est qu'on a réussi à mesurer les propriétés optiques locales à l'échelle du micromètre, ce qui est quand même intéressant. Et en plus de ça, on a essayé de comprendre en proposant un modèle qui permet d'expliquer pourquoi il y a des zones où il n'y a pas d'or et pourquoi il y a des zones où il y a de l'or. Et donc ça, ce sont les 3 résultats importants de ma thèse. Et donc, c'est ces résultats-là que je voulais mettre en avant, alors qu'il y a quand même d'autres résultats aussi, mais je voulais présenter vraiment ces résultats en premier. Alors, je vous remercie pour votre attention et simplement terminer en disant que les nanoparticules, finalement, elles sont utilisées depuis un certain moment, mais en fait, la croissance de nanoparticules dans des films polymères, dans ce qu'on a fait, en fait, il y a encore beaucoup de mystères. Et j'espère que dans les années futures, beaucoup de gens vont travailler dessus pour pouvoir essayer de comprendre encore mieux la dynamique de croissance de ces nanoparticules. Et encore une fois, merci pour votre attention et sur Zoom pour les membres du jury et sur YouTube pour les personnes qui me suivent sur YouTube. Merci beaucoup. Ok, M. Guyot, merci pour cette présentation claire et bien soignée. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de la session et notez qu'on a déjà eu une session privée avec beaucoup de questions détaillées du jury. Donc, maintenant, on a encore une session questions, mais c'est typiquement pour les questions qui restent encore. Donc, on va commencer avec Dr. Bati. Est-ce que vous avez encore des questions, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président. Donc, déjà, je tiens à te féliciter par rapport à la clarté de ta présentation, qui était très pédagogique. Au niveau des questions, donc j'ai une question en fait concernant le transparent 39. Je retourne. Euh, 38 plutôt. Voilà. Ok, pas de souci. Ouais. C'est là où en fait où il y avait les différents spectres. Différents spectres? Ouais. Donc c'est encore avant alors? Non, en fait les spectres d'absorption. Ah ok, donc c'est bien le 39.
Ici. Ouais. Ouais. Si on regarde de plus près les spectres d'absorption, on remarque que la largeur tend à diminuer Ouais. de la bande de résonance plasmon. Ouais. Est-ce que tu as une explication en fait? Alors, on s'est posé la question effectivement lorsque les résultats sont sortis et lors de l'écriture du manuscrit. Donc nous, on s'est vraiment focalisé sur les paramètres, donc je rappelle, hein, les paramètres de la position de mon pic, la position maximum de mon pic. On s'est aussi intéressé à la valeur de l'absorbance au cours du temps, hein, comment ça augmentait. C'est ça que j'ai montré comme graphique. Et en fait, je me suis dit, OK, on va regarder aussi la largeur, parce que c'est intéressant de regarder la largeur. Mais le problème, c'est lorsque je veux regarder la largeur, eh bien, j'ai déjà cette partie ici, hein, si on regarde bien, en fait, tout augmente de la même manière, et puis seulement le pic apparaît. Et donc, en fait, aller chercher les valeurs du pic à ce niveau-ci, c'est assez compliqué, parce qu'il faut, à la main, aller chercher, essayer de mettre le pic à plat pour avoir une largeur. Et donc, à ce moment-là, en fait, comme il y avait énormément de pics, le faire à la main, parce qu'il y a 480 spectres à ce niveau-là, eh bien, le faire à la main, c'était très compliqué. Donc, on n'a pas pris le temps de vraiment le faire, de voir un petit peu comment ça évoluait. Mais effectivement, à l'œil, on remarque cela, mais je n'ai pas d'explication. Ici, je n'ai pas d'explication parce qu'on n'a pas vraiment assez travaillé sur cette dynamique-là de croissance par spectrophotométrie. C'est vrai que en fait, cette partie-là est apparue à la fin de la thèse, mais on aurait pu vraiment. Enfin, je pense qu'il y a vraiment de quoi développer là-dedans. Hein. Le dispositif fonctionne et on l'a encore amélioré depuis l'écriture de la thèse. Et on arrive à mesurer vraiment des choses intéressantes. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut encore faire beaucoup de manips qui nous permettrait d'essayer de comprendre peut-être cette largeur qui a l'air d'être modifiée. Mais est-ce que la largeur est modifiée de la même manière à chaque fois? Ça, on ne le sait pas. D'accord. Voilà. J'ai pas d'autres questions en fait. Mais en tout cas, je te félicite par rapport à la clarté justement de ta présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Merci. Donc, je tourne vers professeur de Paris, de Namur, pour question. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le Président. Donc, je m'associe aux félicitations pour la qualité de cette présentation ici au public, qui était vraiment très intéressante. Je ne sais pas, évidemment, on n'a pas droit à beaucoup de questions, mais combien de questions on peut poser, en fait On commence le premier tour avec une question. Parce que j'ai trois petites questions. Alors, s'il y a un second tour, j'aimerais bien réserver le second tour pour une question un peu plus, je veux dire, plus fondamentale. Et donc, j'ai deux petites questions aussi, simplement d'intérêt général, et je demande que Corentin puisse y répondre de manière très brève. Hein. En plus, pour le public, peut-être peut nous suivre visuellement. Donc, par exemple, la DIA 21, donc c'est sur la méthode de préparation du spin coating. Bon, c'est une méthode que tu utilises qui est bien connue, hein, soyons clairs, hein, que tu as utilisée dans ta thèse. Bon, j'en ai fait aussi du spin coating. Il y a quelque chose qui est assez connu, c'est que quand on spin coat un film, en fait, on a un gradient d'épaisseur depuis le centre jusque vers les bords, hein, typiquement, on peut un peu imaginer, c'est comme quand on fait des crêpes. Ça, tu ne le mentionnes jamais, alors que tu parles d'épaisseur très petite, hein, avec précision, tu dis 30 nanomètres, 500 nanomètres. Donc, ma question, et donc c'est quand même assez critique, ma question, c'est, as-tu observé / mesuré cette espèce de gradient d'épaisseur? As-tu un moyen de le contrôler? Et quand tu cites une épaisseur, quand tu regardes en ellipsométrie, c'est quelle épaisseur? Je veux dire, c'est au centre, c'est homogène? Ouais. OK, alors effectivement, donc, ça, je pense qu'il faut vraiment faire du spin coating pour pouvoir l'observer, ces différences d'épaisseur. Alors, ce qui était intéressant, c'est lorsqu'on fait du spin coating sur des substrats de silicium. À ce moment-là, on a des teintes interférométriques pour certaines épaisseurs. Il faut certaines épaisseurs pour le voir. Et à ce moment-là, on se rend compte si notre échantillon est assez homogène ou pas. Et effectivement, on remarque que sur les bords, donc là où c'est assez loin du centre, hein, généralement, et bien là, on a vraiment des grosses différences en termes de teinte électrométrique. Maintenant, c'est vrai qu'au milieu, il peut avoir, enfin, je pense qu'il y a effectivement un gradient, ça c'est clair. Et je n'y ai pas tenu compte. Maintenant, on le remarque si on se rappelle de la mesure d'imagerie ellipsométrique spectroscopique où on voit l'épaisseur sur toute l'image, eh bien on voit finalement
qu'il y a une zone en haut et une Oui. zone en bas qui a l'air un peu différente. Et ça peut être induite justement par ces quelques nanomètres de différence. Donc, globalement, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de mesurer à différents endroits pour voir si on avait globalement une même épaisseur. Mais j'essaie aussi de me trouver dans une zone qui était très homogène. C'est-à-dire que j'essaie de voir une zone où je restais dans des teintes interférométriques similaires. OK. Ça va, merci pour cette réponse très claire. Alors, autre petite question un peu, je veux dire, aussi pour le public, hein, la dia 25. Ouais. Donc, oui, c'est ça. Donc, tu dis que finalement, ce que tu observes, c'est un léger décalage de la longueur d'onde plasmon qui vaut 15 nanomètres, et tu dis qu'on peut relier ça à la taille. Alors, ma question, c'est la suivante. Bien, d'abord, comment tu relierais ça, donc lambda P à la taille, et puis de manière beaucoup plus concrète, j'ai envie de dire, à 15 nanomètres de différence sur lambda P, à quoi est-ce que ça correspondrait en termes de taille, de différence de taille? Autrement dit, est-ce qu'on est en train de se gratter pour se faire rire, hein? Enfin bon, on peut le dire de manière un peu, Alors, un peu amusante. effectivement, donc on peut, donc ça, effectivement, je ne l'ai pas expliqué ici parce que c'est un petit peu technique, mais on peut relier ces spectres d'absorption à ce qu'on appelle la théorie de Mie, hein, qui permet justement d'avoir une idée sur, lorsqu'on a une particule isolée, lorsqu'on envoie de la lumière dessus, eh bien, quel va être le spectre d'absorption de cette particule. Et donc, on peut relier cela à cette théorie qui nous permet d'avoir justement pas mal d'informations comme la position de ce pic, la largeur de ce pic, etc. Et donc, ça, on pourrait le faire, et finalement, ça a été un petit peu ajouté dans le manuscrit après discussion avec les membres du jury. Et ici, on a 15 nanomètres de différence. Alors, effectivement, moi, je n'ai pas fait de mesures précises et je n'ai pas essayé de faire des fits avec la théorie de Mie sur mes spectres d'absorbance. Néanmoins, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des mesures AFM de nos échantillons fins et épais, et on avait remarqué une différence lorsqu'on était très fin et lorsqu'on était plus épais. On avait vu que les particules étaient plus ou moins de 8 nanomètres lorsque c'est des films fins et de 4 nanomètres lorsque c'est des films épais. Donc, on est finalement à une différence de quelques nanomètres en termes de rayons de particules. Maintenant, je n'ai pas, à partir des spectres d'absorbance, je n'ai pas vraiment fait les calculs pour trouver vraiment la différence. Ouais. Juste un petit commentaire. À partir du moment où le rayon serait uniquement différent de quelques nanomètres, compte tenu aussi des inhomogénéités de la distribution de taille dans particules, je pense que ça, c'est quand même un peu marcher sur les œufs. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est une différence de lambda P, c'est indéniable. Quant à dire que automatiquement, de manière directe, cette différence de lambda P serait due à une différence de rayon de particules, ça suppose aussi de faire la profession de foi que toutes les particules sont monodisperses, ce qui n'est sans doute pas le cas. Donc là, je pense qu'il faut être un peu prudent. C'est vrai que ce qu'on voit, c'est une différence de lambda P, ça c'est sûr. Donc la réponse plasmon est différente. Maintenant, quant à aller directement en disant que c'est une différence de taille, je pense qu'il faut faire attention. Oui, effectivement. Après, il y avait un papier intéressant que je n'ai pas, on l'a pas utilisé aujourd'hui et non plus lors de la défense privée. Mais il y avait un papier de Berg qui montrait que même si on considérait pour des toutes petites tailles de nanoparticules, si on considérait quelque chose de monodisperse ou de polydisperse, eh bien, on retrouvait finalement le même genre de résultat en termes de longueur d'onde plasmonique. Donc, voilà, mais après, effectivement, on va vite en besogne vers quelque chose qui a l'air de marcher dans notre sens. Je suis d'accord sur le résultat. OK, merci. Merci beaucoup. OK, on continue avec professeur Philippe Leclerc. Merci, Monsieur le Président. Bravo, Corentin, pour ta présentation. L'avantage de faire une présentation, il y a plein de désavantages de le faire en remote, mais pour la première fois, je pense que le public voit les membres du jury de face et non pas de dos. On aura une interaction un peu différente. Bravo pour ta présentation pédagogique. On voit évidemment que tu as beaucoup de pratique de l'enseignement. C'est tout à ton honneur. J'ai deux questions. Je vais commencer par une première question. Dans ton modèle de création de ces nanoparticules, tu supposes que cette croissance se fait de façon isotrope et donc, comme tu l'as montré également par microscopie à force atomique, les particules auxquelles tu aboutis sont des sphères. Et donc, tu utilises ce modèle sphérique dans toute ta thèse. Que se passerait-il, et c'est sans doute pas le cas pour l'argent et pour l'or, si tu avais des métaux qui pourraient croître de façon anisotrope, former des bâtonnets, par exemple? Est-ce que
tu dois revoir toute ta théorie. Qu'est-ce qui resterait valable dans tout ce que tu as fait si les objets étaient anisotropes et pas isotropes? Est-ce que les conclusions seraient les mêmes? Est-ce que les approches, les modèles que tu utilisais pourraient être tout aussi valides dans ce cas-là? Ok, alors c'est une question super large et vraiment, enfin, c'est super intéressant. Il y a plein de... une, donc. Mais en gros, effectivement, je tiens compte du fait que dans tout mon manuscrit, dans toutes les mesures que j'ai faites, je tiens compte de particules qui sont sphériques. Alors, on ne va pas se mentir, hein, le fait d'être sphérique, ça simplifie plein de choses. Et donc, ça a un intérêt qu'on soit sphérique aussi. Justement, dans le manuscrit, à un moment, je mentionne vraiment très brièvement le fait que si on n'est pas... on n'est pas sphérique, eh bien, on doit tenir compte que la polarisabilité de la particule est différente. Et donc, à ce moment-là, il y a un facteur qu'on va appeler L, qui, lui, va dépendre de cette dépolarisation. Et à ce moment-là, en fait, il y a beaucoup de théories qui sont derrière, qui vont être modifiées. Par exemple, la théorie de milieu effectif de Maxwell-Garnett, eh bien, on peut tenir compte justement de l'effet de forme de la particule avec justement ce L. Et donc, à ce moment-là, si on commence à rentrer dans ce qu'on appelle des Maxwell-Garnett modifiés, des choses comme ça. Et je n'apprends rien au docteur Yann Batty, puisque lui, il travaille là-dedans depuis des années. Mais effectivement, lorsqu'on va utiliser des modèles, enfin, lorsqu'on va utiliser des particules qui ont des formes un peu différentes, eh bien, optiquement, on va avoir des résultats différents. Par exemple, simplement un truc tout simple, si je mesure l'absorbance lorsqu'on a des particules qui ont qui ont plusieurs axes de résonance particuliers, eh bien, on va avoir un décalage de ce pic et peut-être on va même voir deux pics apparaître, vraiment un pic par, si on veut, par système de polarisation, quoi. Et donc, à ce moment-là, on aura quand même des choses qui seront relativement différentes. Ici, je pense qu'on a quelque chose qui est homogène, parce qu'on a rendu le truc assez homogène finalement aussi, qu'on laisse le système grandir comme on veut. Si on veut des particules de taille un peu spécifique, généralement, on doit inciter le système pour qu'il le fasse de manière un peu bizarre. Que ici, nous, on laisse un peu le système se faire tout seul. Et donc, la nature est bien faite, elle donne quelque chose qui est sphérique. D'accord. J'ai droit à une deuxième question, Monsieur le Président? Bah oui. D'accord. Tu peux mettre le dernier transparent, si tu veux, Corentin. C'est un de tes résultats phares, évidemment, c'est de montrer le mécanisme de croissance au sein des films. Ouais. Et il y a quelque chose qui me turlupine dans ce modèle, quand on le compare, par exemple… On va y arriver. Il va y arriver, hein. Oui, bien sûr. Là, voilà. On y arrive. Donc là, effectivement, on va créer des nanoparticules d'or qui vont croître. Et donc, on pourrait supposer que dans l'imagerie spectroscopique, donc c'est le slide suivant, hein, où tu montres, par exemple, oui, c'est là qui est en bas à droite, on pourrait imaginer que l'objet qui est sphérique serait composé de nanoparticules d'or. Or, ici, si je regarde bien sur la figure, c'est là où il n'y a pas d'or. Donc, ça voudrait dire que ce sont des zones. Est-ce que c'est un démouillage du polymère? Et donc, ces objets qui ont l'air d'être sphériques seraient des zones exemptes d'or, donc du polymère, et l'or, si j'ai bien compris, serait le bleu pâle, voire le jaune jusqu'au rouge. Et donc, il y a un petit peu une contradiction entre le fait de faire croître des objets sphériques, le modèle, et j'y crois, et l'image de gauche. Peux-tu commenter? Oui, juste pour que ça soit plus facile, je vais remonter sur l'image globale, d'accord? Voilà, celle-ci, d'accord? Oui, c'est pareil. Oui. On voit bien l'image. Alors, en fait, c'est vrai que c'est assez perturbant. Pendant très longtemps, j'ai aussi cru que l'or était dans la zone bleu foncé, en fait. Intuitivement, on pourrait… Mais en fait, non. Si on regarde bien, à chaque centre de cette petite… À chaque fois qu'on a un centre… chaque fois qu'on a un centre… chaque fois qu'on a une zone bleu foncé, eh bien, au centre, on a une petite pointe avec une valeur, c'est-à-dire qui est colorée, donc une valeur hors 0. Et donc, en fait, là, je pense qu'on a créé des particules qui sont suffisamment grosses et qui ont vraiment drainé autour d'elles pour aller chercher cette zone. Et donc, en fait, elles ont drainé autour avec un certain rayon, si on veut, ce qui donne cette zone bleue qui a l'air sphérique.
D'accord? Ça n'empêche qu'on pourrait avoir un démouillage du polymère, créer une goutte de polymère et au sein de laquelle les atomes s'agrégeraient pour former une nanoparticule. Ouais. Eh bien, pour moi, la réponse elle est dans l'image à côté. Parce que dans l'image à côté, c'est l'épaisseur. Si on avait un démouillage, je pense que l'épaisseur changerait. Et donc, on retrouverait ces structurations en termes d'épaisseur. Or, on ne les voit pas. Et justement, j'ai commencé à faire des mesures en AFM, justement, chez toi, avec ce genre d'échantillon. Et je ne voyais pas ma structuration. Je ne voyais pas ça. Et ça m'ennuyait parce que je me dis, mais ce n'est pas normal de ne pas voir ça puisque je le vois avec l'imagerie. Et puis, À une autre échelle, mais enfin bon. oui, c'est à une autre échelle, mais on essaie de faire des grandes images. Mais j'ai compris après que je mesure deux choses différentes. D'un côté, je mesure la structuration et de l'autre côté, je mesure la réponse optique. Et la réponse optique, en fait, est vraiment différente de la structuration. Donc, je peux avoir une structuration, finalement, quelque chose de bien homogène, mais la réponse optique, en termes de cube, enfin, en termes d'épaisseur dans mon échantillon, est différente. OK. Merci, Corentin. Merci, Monsieur le Président. Merci à toi. OK, merci. Je me tourne virtuellement vers professeur Gosselin. Et je me retourne virtuellement vers vous. D'abord, je me demande vraiment si c'est un gros progrès que les membres du public voient les membres du jury de face plutôt que de dos, mais enfin bon, c'est autre chose. Alors, j'avais une question que je trouvais intéressante, mais en fait, Philippe l'a posée, donc je le déteste. C'était la dernière question que je trouvais plus ou moins intelligente que j'avais, donc je vais poser l'autre. Pour rebondir quand même sur ce que Philippe disait, je pense vraiment que la structure, elle doit être quelque chose qui guide votre réflexion pour comprendre ce qui se passe. Parce que c'est vrai que ce que Philippe dit est juste. Hein. On s'attendrait à avoir des grosses bouboules où il y a de l'or, et puis autour rien, et puis une autre grosse bouboule, et ainsi de suite. Or, on n'est pas du tout là-dedans. Et donc, j'entends bien ce que tu dis, Corentin, avec l'histoire de la tache bleue. C'est une partie de ma question en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce petit point bleu au milieu des grosses taches rouges? Ça n'explique pas les zones bleu clair autour, tu vois. Et c'est celle-là que je trouve intéressante. Donc là, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Alors, juste la question qui a rien de scientifique, mais la fameuse coupe de Lycurgue, là, c'était fait exprès ou pas? Non, alors, donc, je réponds juste 2 secondes par rapport à ouais, d'accord, ouais. la remarque. Effectivement, hein, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à ce qui s'est passé à ce niveau-là, etc. Et peut-être faire des manips, essayer de suivre peut-être mieux, peut-être à d'autres longueurs d'onde aussi. Hein. Là, je le fais à une seule longueur d'onde, peut-être aller chercher d'autres longueurs d'onde pour avoir peut-être d'autres informations. Néanmoins, c'est vrai que c'est très étonnant de voir ça, mais les zones bleues claires, pour moi, c'est aussi une sorte de regroupement de nanoparticules. Mais je pense qu'il y a un paramètre qui est vraiment important, c'est que je suis à très faible taux d'or. Okay. Parce que si je suis à fort taux d'or, je pense que j'aurai quelque chose qui est plus ou moins moche. Uniforme. Ouais, ok. Oui, c'est vrai que c'est un des paramètres qui pourrait être. Donc ça, je pense que ça joue. Alors, pour ce qui est de l'autre question, de la coupe de Lycurgue, eh bien, j'ai lu quelques trucs dessus, hein, parce que ah ouais, c'est intéressant. En fait, finalement, c'est assez incroyable. C'est qu'il y a au moins 5 ou 6 personnes qui ont vraiment fait des recherches poussées pour savoir c'était quoi. Et les gens ne sont pas nécessairement vraiment d'accord en termes de comment ça fonctionne. Et en fait, en regardant un petit peu ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils n'ont trouvé aucun verre de la même époque qui a ces propriétés-là. Et donc, ils se disent, c'est pas possible que ça a été fait de manière volontaire. Néanmoins, dans les années 90, ils ont trouvé quand même des vitraux à Rome qui avaient une couleur un peu rougeâtre. Et donc, ça veut dire qu'ils utilisaient aussi de l'or. Et donc, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Mais en fait, ils ont montré qu'ils avaient quasi la même proportion en or que la coupe de Lycurgue. Et donc, ils se sont dit que ça venait sûrement du même batch et qu'en fait, sans le savoir, il y avait de l'or mélangé avec de l'argent. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas la capacité de créer ça normalement, eux. En fait, il n'y a aucune, en termes d'histoire, il n'y a rien qui est noté sur le fait qu'ils avaient la possibilité de faire ce qu'on appelle l'aquaregia, c'est-à-dire dissoudre l'or pour pouvoir la réutiliser après dans autre chose. Donc, et les propriétés spéciales par rapport à quand on l'illumine de l'intérieur ou de l'extérieur, ça a été historiquement décrit très vite ou pas? Ou alors non, pas du tout.
Pas du tout, Ah ça ouais. n'a pas été décrit très vite. Il y a eu dans les années 60 ou 70, je pense, des études là-dessus. Et puis, ils ont fait des mesures beaucoup plus précises dans les dernières années pour avoir, par exemple, maintenant une proportion entre le nombre, le pourcentage d'argent et d'or. C'est plus ou moins 70-30 en termes de particules d'argent et d'or qu'il y a dans le système. Ok, merci, c'est intéressant. De rien. Pas d'autres questions. Ok, merci. Est-ce que le promoteur a des questions? Oui, non. Je pense que j'ai eu largement et dans les grandes longueurs et dans les grandes largeurs l'occasion de poser les questions que j'avais à poser et des discussions que j'ai eues avec Corentin. Non, merci, Monsieur le Président. Ok. J'avais encore une question. Tu avais mis une photo d'un senseur pour COVID tout au début. Oui. Je l'ai Est-ce expliqué que- très rapidement, effectivement. Donc, on peut repasser dessus un petit peu. Désolé, hein, Tu ça as remonte. expliqué quelle structure et quelle méthode? Voilà. Donc c'est l'image qui est ici en haut. D'accord. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé la méthode de Kretschmann pour pouvoir avoir une réponse plasmonique au système. Donc ici, on est plus dans le surface plasmon polaritone que vraiment le plasmon de surface localisé. Mais néanmoins, ça permet d'avoir une réponse plasmonique. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça en termes d'exemple. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé un système avec des nanoparticules d'or arrangées sur une surface. Et là-dessus, ils sont venus fonctionnaliser, c'est-à-dire qu'ils sont venus mettre une molécule dessus. Alors, la molécule, en fait, c'est des acides nucléiques, donc une partie d'ADN, qui justement peut attacher une partie d'acide nucléique du Covid-19. Et si ce n'est pas le Covid-19, ça ne va pas s'accrocher. Et donc, ils sont sûrs que lorsqu'il va y avoir une différence dans la réponse optique, eh bien, que c'est bien le Covid-19 qui est venu s'attacher sur la molécule. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est de l'hybridation d'acide nucléique. Et en faisant ça, en fait, eh bien, ils permettent d'avoir une réponse optique différente. Alors, je n'ai pas expliqué la thermoplasmonique au-dessus, là, je n'ai pas expliqué ça. Mais en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent le fait que la particule va absorber de l'énergie et va réémettre la chaleur autour. Et en fait, ils augmentent la température localement autour des nanoparticules parce que grâce à ça, l'hybridation d'acide nucléique est améliorée et c'est un peu plus rapide. Et donc, si c'est plus rapide, eh bien, à ce moment-là, ils vont avoir une détection qui sera fine et en plus rapide. Donc, c'est vraiment un intérêt, ça a vraiment un intérêt de le faire, quoi. Donc après, la structuration sur la surface, ça, je ne me souviens plus exactement de comment c'était disposé. Est-ce qu'il y avait un arrangement particulier ou est-ce que c'était des plots d'or disposés? Ça, je ne me souviens plus très bien. Ok, merci. Il y a temps pour d'autres questions. Donc, Docteur Batti, est-ce que vous avez encore des questions? Je pense que le micro était coupé. Non, j'ai pas d'autres questions. Ok. Professeur de Paris? Oui, enfin, très rapidement, parce qu'on a déjà évoqué, hein, ce sont encore une fois les dernières images où, par exemple, aussi en ellipsométrie, la dia, changer un peu la dia 38. C'est juste une réflexion qui va dans le sens des patterns que tu observes et que c'est un peu bizarre, qu'on ne voit pas. En fait, en ellipsométrie, c'est parti en symétrie spectroscopique, là, tu vois, ou ici. En fait, je me dis, dans tes modèles… Oui, d'accord. Donc, tu m'entends? Oui, moi j'entends bien. Oui, d'accord. Oui, donc dans tes modèles epsilométriques, si je me souviens bien, ben, le polymère, bon, il est simplement optiquement modélisé par un indice de réfraction qui peut-être dépend de la longueur d'onde, je ne sais pas trop. Oui. Hein, et je me dis, moi je ne suis pas un spécialisé polymère, mais les polymères, c'est quand même des drôles de bazar. Et en plus, on est en train de chauffer, là, donc il est en train structurellement de changer quand même pas mal. Et je me dis, est-ce que cette modélisation du polymère n'est pas trop simpliste
par rapport à la modélisation poussée des particules d'argent avec la résonance plasmon, et ce qui fait que quelque part, en fait, si ces images sont peut-être biaisées par le fait que en temps réel, tu ne tiens pas compte en fait des modifications du polymère qui peuvent aussi affecter la polarisation et donc psi et delta. Et Okay. ça, je pense qu'il y aurait des choses à creuser là-dedans. Ouais, alors, en fait, pour ce qui est de la croissance en temps réel, hein, donc avec l'imagerie ellipsométrique, ça, c'est ce que j'ai fait à une seule longueur d'onde. Donc, c'était le monolongueur d'onde. Et à ce moment-là, j'ai utilisé un modèle vraiment basique où je disais simplement que le N global de mon système, parce que j'ai pris comment ça s'appelle, juste un échantillon avec une seule couche, voilà. Et là, à ce moment-là, je dis que mon système, eh bien, le N va varier à un certain moment, d'accord? Donc là, je considère tout mon système ensemble, nanoparticules et polymères. Mais lorsque j'utilise vraiment l'indice de réfraction de mon polymère, c'est plus dans tout ce qui est après, c'est-à-dire lorsque j'ai fait de l'ellipsométrie spectroscopique. Oui. À ce moment-là, quand je fais de l'ellipsométrie spectroscopique, mon échantillon, il n'est pas en train de recuire, il est final. C'est-à-dire que là, je suis arrivé à la fin. Donc, finalement, là, normalement, mon polymère, il est revenu à une température normale, donc le système est figé. Et donc, là, je peux mesurer mon N comme étant l'indice de réfraction de mon polymère avec une loi de dispersion classique. Mais effectivement, je pense que si on va mesurer en temps réel, il faudra faire attention parce que ça a déjà été mesuré en ellipsométrie, c'est-à-dire que la température de transition vitreuse va faire vraiment varier les paramètres ellipsométriques. Et donc, je dois tenir compte de cela, effectivement. OK, ça va, merci. Merci à vous. OK, professeur Leclerc. Oui, une dernière question que j'aime bien poser en fin de séance de questions. On va se placer dans une période pré-Covid, mais bien avant pré-Covid. Tu es au début de ta thèse, Corentin. On te propose ce sujet de thèse, tu l'acceptes. Et chance avec toi, tu es dans un laboratoire hyper riche, tu as tout le matériel que tu peux imaginer pour faire tes manips. Et ton promoteur n'écoute pas, est-ce que tu dis oui, je fonce dans ce sujet-là? Qu'est-ce que tu achètes comme équipement, complémentaire ou pas? Et sachant ce que tu sais maintenant, comment dirigerais-tu ta thèse avec toutes les connaissances que tu as maintenant? OK. Alors, la première chose, c'est que si mon chef est M. Vouet, oui, j'accepte, pas de problème. Deuxième chose, c'est je donnerai moins de cours. Ça, c'est aussi une autre chose à mettre en place. Finalement, j'essaierai d'avoir plus de temps pour faire de la recherche. Hein, mais en termes de machines, etc., je pense que j'aurais acheté tout de suite un ellipsomètre spectroscopique parce que finalement, on a très bien travaillé avec l'imagerie monolongueur d'onde. Alors, pour avoir été dans plusieurs conférences et discuter avec les gens, soit d'ellipsométrie ou même de propriétés optiques, etc., à chaque fois, la question qui revenait, c'était « mais pourquoi vous faites ça à une seule longueur d'onde? C'est hallucinant. » Et bien, la réponse était simple, on n'a pas l'argent pour acheter le spectroscopique pour le moment, parce que les gens, ils ne font que du spectroscopique finalement. Mais voilà, ça, ce serait peut-être mon premier achat pour aller un petit peu plus loin, un peu plus vite sur les propriétés optiques, parce que finalement, les propriétés optiques, on va vraiment les chercher lorsqu'on a le spectroscopique. Mais maintenant, voilà, pour cette partie-là, ça serait vraiment ça. Après, en termes d'équipements complémentaires, je pense que voilà, je ne suis pas venu assez vite vers l'AFM, donc on a fait de l'AFM à un moment, puis on a arrêté de faire de l'AFM, et puis on a refait de l'AFM à la fin. Je pense que ça aurait été intéressant de faire de l'AFM finalement en continu, et surtout, ça aurait été intéressant de faire de l'AFM en recuit, c'est-à-dire voir vraiment en recuit ce qui se passe. Ça, je pense que ça aurait été intéressant. Donc, essayer d'avoir un système qui me permette de mesurer vraiment à l'échelle nanométrique ce qui se passait. Donc ça aurait été vraiment intéressant. Et finalement, pour toutes les remarques que j'ai eues sur mes papiers, etc., je pense que même si je ne suis pas un grand amateur, parce que la théorie pour moi est bien au-dessus de ce que je peux comprendre, j'aurais au moins eu un matrice de Muller, donc un ellipsomètre matrice de Muller,
pour être sûr d'identifier complètement mon échantillon et qu'on ne pose pas des questions sur tiens, c'est de la dépolarisation ou c'est autre chose, etc. Mais voilà, parce que il nous manque certaines informations avec l'imagerie qu'on pourrait avoir avec l'ellipsomètre de Matrice-Muller. Mais voilà, maintenant, moi, c'est au-dessus de ce que je peux comprendre ça pour le moment, donc je préfère ne pas aller dedans. Et voilà, donc en gros, ça serait l'ellipsomètre spectroscopique et je pense un AFM. Et puis après, donner peut-être mes échantillons à d'autres gens pour pouvoir y associer et mettre des petits marqueurs fluorescents, des choses comme ça, pour essayer de voir comment ça bouge dans le polymère, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Merci Corentin, je partage évidemment le recours à l'AFM. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Ok. Professeur Gossuin, est-ce qu'il y a une dernière question? Non, plus de questions. Juste dire, j'ai oublié de le dire tantôt, que l'exposé était vraiment très bien et très sympa, d'autant plus pour des non-spécialistes, dont je fais quand même partie aussi. Donc pour le public, c'est bien, mais pour moi aussi. Et donc, non, rien à dire. Profite du beau temps pour aller courir, tu as plus le temps maintenant. C'est clair. Merci. J'assume que le promoteur n'a pas de questions maintenant. Non, non, le président assume bien. Donc, s'il n'y a pas de membre de jury qui indique une question, on peut tourner vers le public. Oui, donc je regarde d'abord sur le chat YouTube s'il y a des questions. Alors, donc à ma grande surprise, il y a 104 spectateurs en simultané, donc c'est déjà vraiment super. Alors, alors, une question, c'est pourquoi y a-t-il des endroits où les nanoparticules se regroupent et d'autres où elles ne se regroupent pas? Alors ça, on a un petit peu discuté, je pense, entre nous. Et je pense que c'est une question qui demande plus d'expérience pour vraiment comprendre ce qui peut se passer en termes d'attraction. Alors, ce que moi je pense, c'est que lorsqu'on a la croissance de nos particules, eh bien, les petites particules vont commencer à croître, vont attirer d'autres clusters pour vraiment migrer ensemble et faire de plus en plus de grandes particules. Et après, je pense qu'il va y avoir, et ça j'ai lu dans un ou deux papiers, que lorsqu'il va y avoir des différences de concentration en termes de soluté, donc en gros en termes de précurseurs, eh bien, ils vont avoir tendance à migrer dans la même direction pour justement faire grandir encore ces nanoparticules. Donc il semblerait que ça pourrait être avec les différences de concentration à l'intérieur de mon polymère qui permettrait d'avoir ce déplacement. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne qui m'a posé la question, mais néanmoins, je pense avoir essayé. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions à ce niveau-là. Pour le moment, s'il y a une question. Je remercie Corentin pour cette présentation. Quelle serait une possible finalité de cette recherche? Pourrait-elle être utile d'un point de vue médical ou en ingénierie? Merci. Alors, c'est une excellente question en termes d'application. Donc, il faut savoir que ma thèse n'a pas nécessairement un but de créer une application, mais plus un but de compréhension de croissance de particules. Néanmoins, les matériaux nanocomposites sont utilisés dans pas mal de domaines, comme je l'ai dit. Et un domaine qui semble être pour le moment un peu intéressant et où justement on utilise des films avec de l'or à l'intérieur, de la même manière que ce que j'ai fait, peut-être avec des concentrations un peu supérieures, sûrement je pense, eh bien ce sont des films qu'on utilise comme absorbeurs saturables. C'est-à-dire que lorsqu'on veut créer un laser de haute puissance, eh bien, on va utiliser un absorbeur saturable. C'est quoi un absorbeur saturable? C'est un absorbeur qui, lorsqu'on envoie de la lumière à faible puissance, eh bien, absorbe l'intensité. Et lorsqu'on est à une puissance très élevée, eh bien, laisse passer notre système. Et donc, à ce moment-là, le système va commencer, le laser va avoir de plus en plus de puissance. Et dès qu'il a assez de puissance, eh bien, on est saturé. L'absorbeur saturable est saturé et va laisser passer le faisceau lumineux, le laser. Et donc, ça pourrait être une des possibles utilités en termes de laser de haute puissance. Donc ça, c'est une des possibles applications de nanocomposites dans des films ici. Maintenant, on pourrait très bien l'utiliser comme je l'ai montré,
dans les applications pour tout ce qui est OPV, c'est-à-dire des panneaux photovoltaïques organiques, des panneaux photovoltaïques qui contiennent des éléments en polymère, en plastique. Donc ça se développe de plus en plus et on pourra utiliser justement les nanoparticules dans ce genre de processus. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'espère que oui. Et donc une autre question, c'est est-ce que le mécanisme de croissance que tu proposes est uniquement valable dans une matrice de PVA ou il semble également s'adapter à d'autres matrices faites à partir d'autres matériaux? Alors, c'est une superbe question. C'est le problème de thèse expérimentale, enfin, ou du moins de n'importe quel travail expérimental, c'est qu'on a des paramètres avec lesquels on doit travailler. Et modifier un paramètre peut modifier vraiment énormément les choses. Par exemple, une modification de la température de recueil va me donner des résultats qui seront différents. Et donc, si je change de matériau, si je change de matrice, c'est-à-dire que je change de polymère, eh bien à ce moment-là, je risque d'avoir des résultats qui seront différents en termes de croissance. Peut-être que la mobilité ionique, donc les ions qui vont se déplacer dans ma matrice, vont se déplacer de manière différente. Et donc, effectivement, ça pourrait induire des grosses différences. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'il faudrait refaire certaines manips qui permettraient de soit dire « Ok, ça se comporte de la même manière » ou alors « Ça ne se comporte pas de la même manière ». Et je pense qu'à ce moment-là, il faut se poser la question de savoir quel polymère ressemble à un autre polymère et essayer de voir les liens entre les polymères. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont essayé de travailler sur différents polymères et ils ont comparé ces polymères. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on veut comparer les choses, eh bien, il y a certains polymères qui sont plus réducteurs que d'autres, c'est-à-dire qu'il y a certains polymères qui vont vraiment favoriser la croissance de particules et d'autres un peu moins. Et donc voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment un travail supplémentaire à refaire si on veut aller échanger de matériaux. Et donc, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Voilà, non, il n'y a pas d'autres questions. Je vais juste regarder ma boîte mail au cas où quelqu'un m'a envoyé un mail. Non, il n'y a pas de mail il n'y a pas de questions sur ma boîte mail. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Ok, ça va, très bien, merci. Donc, maintenant, le jury va délibérer. On va sortir de la réunion et on retourne dans quelques minutes. Ok, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. On est de retour. La télétransportation marche quand même bien. Oui, c'est pas mal. C'est pratique. J'ai perdu un bras, je ne sais pas où il est. Ok, je pense qu'on est complet. Oui? Oui. Ok, donc c'est avec plaisir que je vais lire quelques phrases assez officielles. Donc, vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, nous, présidents, secrétaires et membres du jury chargés de conférer le grade académique concerné, déclarons que Corentin Guyot a obtenu en l'année académique 2019-2020 le grade académique de docteur en sciences. Donc, félicitations et on va donner un applaudissement virtuel. Donc, merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est pas simple, mais... et maintenant, je vais donner la parole au promoteur. Bien. Eh bien, bonjour, rebonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers étudiants, chers parents. Donc, il est coutume que le promoteur prenne quelques minutes la parole, prenne et la rende rapidement, donc pas monopolisée. Je vais essayer d'être vraiment très bref. Alors, loin de moi l'idée de faire du bashing, hein, je laisserai les amis de Corentin le faire pour ça, mais c'est évidemment important de revenir dans le contexte actuel sur les 8 années de travail en commun. Et la première chose, c'est que je peux comprendre parfaitement combien présenter un travail de longue haleine par vidéoconférence doit être frustrant.
C'est une frustration que je partage, mais c'est une décision qu'on a dû prendre et l'horizon aujourd'hui ne me semble pas plus dégagé qu'il ne l'était il y a 3 mois quand on a fixé la date de défense. Donc c'est un petit peu ennuyant, c'est peut-être la petite ombre au tableau aujourd'hui. Mais je voulais bien revenir quand même. Corentin donc m'a rejoint au terme de son master en 2012. J'ai pu le convaincre de délaisser les surfaces des matériaux pour se tourner vers leurs propriétés optiques. Et vous avez eu aujourd'hui l'opportunité de prendre connaissance d'une partie des résultats qu'il a acquis tout au long de son travail de thèse. Pour moi, ce sont des résultats dont il peut être très fier et qui n'ont jamais été remis en question au cours des multiples réunions scientifiques auxquelles il a pris part. Je dirais même en présence du gratin mondial de l'ellipsométrie. Comme j'ai écrit, de Dresde à Barcelone en passant par Berlin, Paris, Bordeaux, il n'a eu de cesse que de remettre l'ouvrage sur le métier pour terminer aujourd'hui cette première partie du parcours de vie d'un scientifique. Alors c'est quelqu'un qui a eu la ténacité de garder le cap dans un contexte qui n'a pas toujours été simple, et c'est ce jusqu'au boutisme que je voudrais bien saluer ici. Je voudrais aussi revenir sur un deuxième aspect de sa personnalité, c'est le contact inné qu'il a eu depuis le début, qu'il continue à avoir avec les étudiants. Et ça me fait évidemment énormément plaisir de voir qu'on a eu une bonne centaine de personnes. J'imagine qu'il y en a qui étaient là. Je sais que tu en as fait le compte et que le compteur dépasse allègrement les 1200 étudiants qui sont passés par témoin en cours de ces années. Donc j'espère qu'ils sont nombreux, j'ai un peu la confirmation qu'ils ont été nombreux à être devant leur écran aujourd'hui. Donc pendant 8 ans, il a été d'un soutien indéfectible pour l'organisation des travaux pratiques. Je pense que c'est important. On a beaucoup discuté de Corentin Recherche. Je pense qu'on oublie un petit peu Corentin Assistant, et c'est peut-être le fond de la profession d'un enseignant-chercheur. Sans compter ses heures, en arrivant tôt pour accueillir les étudiants, en attendant tard que le dernier soit parti, ça arrive aussi, même si tard a parfois signifié au-delà de minuit lors des drinks de fin de TP. C'est évidemment encore un drink virtuel que nous devons aux étudiants. J'espère que la situation reviendra à la normale et que nous pourrons, comme chaque année, les accueillir, et on doublera probablement la dose à ce moment-là. Pour rester un peu plus sérieux, avec des prestations qui ont frôlé, voire même dépassé les 400 heures par an, je pense qu'il est arrivé 3e au ranking des scientifiques les plus chargés de la faculté. Et mener une thèse dans ces conditions n'a pas été une sinécure, et je reviendrai encore une fois sur sa ténacité que j'ai évoquée tout à l'heure. J'en voudrais pour preuve le rush qui a précédé son départ à un congrès à Paris. C'était au mois d'août. Dernière manip un soir très tard, passé minuit. Premier résultat du lendemain à 6 h du matin dans ma boîte mail. La nuit devait avoir été très courte. Bien, c'est aussi quelqu'un qui a un contact humain facile et qui a su trouver sa place dans la communauté scientifique. Je pense que c'est aussi très important. Et c'est aussi un compagnon de voyage avec qui il est plaisant de partir à l'étranger et qui ne disparaît pas dans sa chambre d'hôtel dès le dernier exposé de la journée fini. Je pense que c'est important d'avoir autre chose que le travail. Voilà, Corentin, pour toutes ces raisons et pour la qualité du travail que tu as fourni tout au long de tes mandats, je voudrais encore te féliciter et te remercier. Merci de votre attention à tous. Ok. Voilà. Et Corentin, maintenant, tu as la parole. Déjà merci. Merci Michel, parce que là, franchement, j'ai très peu de mots pour m'exprimer sur ce que vous venez de dire. Ça me touche vraiment, vraiment énormément. Il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été possibles sans vous. Hein. Ça, je pense qu'il faut bien comprendre. Hein. Jamais vous avez été derrière moi pour me dire, bon, ils sont où ces résultats, hein. C'était, quand on a le temps, on va essayer de faire ça. Et je pense que ça, c'est
c'est une grande preuve d'humanité que vous avez faite durant toutes ces années. Et je ne pourrais jamais vous remercier autant parce que vous avez toujours été de mon côté à me soutenir, à me sortir d'embûches, que ce soit au niveau enseignement ou au niveau recherche, hein, il y avait toujours une solution. Et généralement, quand moi je revenais peut-être avec un résultat un peu middle, eh bien, il y avait toujours la petite touche Michel qui permettait de dire « Ah mais non, tiens, regardons là, peut-être que c'est intéressant ». Et paf, évidemment, c'était le truc intéressant à voir. Donc voilà, pour tout ça, un grand merci. Et puis voilà, effectivement, je pense que je retiendrai très longtemps votre tête lorsque je suis revenu de Dresde et qu'on avait partagé une bière à Cologne. Et je suis revenu en disant qu'il y avait des toilettes qui étaient géniales avec des vitres qui changeaient de couleur. Et je pense que ça m'a marqué toujours dans ma tête avec ça, en disant « Oh ben oui, ok ». C'était vraiment très marrant. Et puis les petits voyages à Bordeaux, etc., où on a visité la ville ensemble. Franchement, c'était des moments très agréables. Et je vais retenir ça pour très longtemps. Mais voilà, globalement, je pense que les 8 années ont été possibles parce que vous avez réussi à trouver, justement, on a réussi à trouver un équilibre entre nous qui était vraiment idéal. Je pense qu'au début, vous avez dû gérer pas mal de choses et puis j'ai commencé à pouvoir gérer des choses et vous avez compris que vous pouvez avoir confiance en moi. Je pense que cette confiance en moi m'a aussi fait grandir. Tout ce qui était avec l'ellipsomètre spectroscopique, je pense que me dire, ben voilà, vas-y, tu sais le faire, ben, effectivement, ça m'a mis en confiance et je me sens maintenant beaucoup plus abouti sur tout ce que je voulais faire et ça, c'est vraiment grâce à vous. Donc, encore pour tout ça, un grand merci. Bon, je vais quand même donner quelques mots pour les autres personnes. Déjà, les membres du jury, ben, merci beaucoup à vous parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, on a encore discuté science, mais lors de la défense privée, on avait aussi discuté science et finalement, on ne se rend compte que quand on en discute, mais c'est vraiment très intéressant de discuter science. On en discute un petit peu à gauche à droite, mais quand on est vraiment dans le domaine et qu'on avance comme ça, là, on voit vraiment que c'est encore plus intéressant. Et donc, merci et merci à tous. Évidemment, je ne peux pas passer sans remercier la centaine de spectateurs simultanés. Alors, je sais que des gens sont à 2 ou à des choses comme ça. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui sont devant leur écran maintenant, un énorme merci. Vous ne vous rendez même pas compte comment ça me fait plaisir de voir autant de mots de félicitations sur le chat en direct. Voilà, franchement, c'est génial de voir autant d'étudiants, etc. Alors, je ne pourrais pas passer un moment sans remercier évidemment mes parents qui ont toujours été là pour moi, qui ont toujours fait tout ce qu'ils pouvaient pour moi. C'est grâce à eux que je suis devenu physicien et c'est grâce à eux aujourd'hui que je suis devenu docteur. Sans eux, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait tout au long de ma vie. Et donc, vraiment, pour tout ça, un énorme merci. Et voilà, je ne pourrais jamais vous remercier de la manière dont vous me permettez de vivre ma vie, donc encore merci pour tout. Alors effectivement, je vais aussi remercier mon frère, ma sœur et toute leur famille parce que des moments familiaux, les moments en famille, je pense que c'est ça l'important aussi pour déconnecter un moment. Je pense que ça fait beaucoup de bien et voilà, je pense que c'est très important de garder ces liens familiaux et donc pour tout ça, je les remercie vraiment de m'avoir permis de déconnecter et de tout l'amour et tout le soutien qu'ils me donnent au jour le jour. Alors, une personne vraiment très importante, évidemment, c'est Céline, je ne peux pas non plus l'oublier, qui, elle, malheureusement pour elle, a dû vivre toutes mes 8 années de recherche, d'enseignement, tous mes doutes, toutes mes crises de panique ou d'énervement à cause d'un travail, à cause d'un étudiant, des choses comme ça. Eh bien, elle a dû tout suivre de ça en direct. Et en plus de ça, les derniers mois n'ont vraiment pas été faciles parce que tout le temps H24 à la maison avec quelqu'un qui écrit une thèse et puis qui essaie de corriger une thèse et puis qui essaie de créer une présentation de thèse, franchement, je ne peux que la remercier parce qu'elle a été d'une patience inouïe et toujours là pour moi, toujours à m'aider, à me donner des petits conseils, à essayer de faire tout ce qu'il fallait pour que je puisse finalement m'en sortir. Et je pense
et pour tout ça, un énorme merci parce que j'ai trop de chance de t'avoir. Et il faut savoir que je n'ai pas encore mangé la même chose 2 fois durant ce confinement à midi et rien que pour ça, c'est déjà incroyable. Donc merci, 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 merci. Promis, maintenant, je vais recommencer à faire à manger. Alors, je ne peux pas passer à côté de mes amis, donc il y en a énormément. Je pense que je ne vais pas donner de nom parce que je peux tous les remercier. Je pense qu'ils se reconnaîtront tous. Merci pour tous vos soutiens, vos messages, mais aussi pour tous les moments où justement on oublie un peu le travail, on oublie les problèmes de recherche, etc. Et que ça nous permet d'avancer et de se faire du bien, de se faire plaisir entre nous. Évidemment, mes collègues de tout le couloir, je pense qu'on ne peut pas se sentir à l'aise au bureau si on n'a pas des collègues extraordinaires. Et franchement, j'ai eu des collègues extraordinaires autour de moi. Évidemment, je pense au bureau 226 avec Mathieu, Gilles, Nicolas, Fabio, Galad, et puis et moi. On était vraiment très nombreux dans ce bureau, mais que de bons moments passés. Qu'est-ce qu'on a rigolé, on a joué à des jeux, on a fait vraiment n'importe quoi. Et finalement, on a quand même réussi à faire une thèse, donc c'est quand même pas mal. Et alors, merci à Evelyne, enfin, Madame Doby, parce que voilà, on a parlé des travaux pratiques tout à l'heure, mais sans elle, je pense que je ne serais jamais devenu l'assistant que je suis devenu. Donc, énorme merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Même si elle dit qu'elle n'a rien fait, elle a fait énormément, et ça, encore grand merci. Et puis, un petit mot pour Sabrina aussi. Tu es apparu un peu à la fin de ma thèse, mais qu'est-ce que tu as facilité mon travail et quelle joie de t'avoir parmi nous constamment tous les jours et merci pour tout ce que tu as apporté dans le laboratoire. Vraiment, tu ne te rends sûrement pas compte, mais c'est vraiment, vraiment très important pour nous. Et puis finalement, un mot pour les étudiants. J'ai vu énormément de messages des étudiants et ça me touche énormément de voir que autant d'étudiants sont venus, ont suivi la présentation. Alors, je ne sais pas comment ils ont eu les liens, hein, mais bon, c'est parfait. Moi, je suis très content qu'ils aient pu suivre. Et comme Michel l'a dit, j'ai suivi plus ou moins 1200 étudiants durant ma carrière d'enseignement. Et voilà, je ne pourrais pas tous les retenir, mais je sais que chacun a apporté une petite touche qui fait que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Et pour tout ça, un grand, grand merci. Parce que j'ai passé d'excellents moments avec eux. On a parlé des vers de fin de TP, mais même être au tableau et dire quelque chose qui est complètement faux et voir leur tête qui dit « Ah oui, c'est vrai », alors que c'est faux, et puis leur faire comprendre que c'est faux, c'est vraiment génial. Et j'ai passé vraiment des moments extraordinaires à faire ça. Donc voilà, pour tous ces bons moments, merci. Et encore merci à tout le monde qui était sur YouTube. Merci les membres du jury. Merci Michel pour ces années. Et je dois bien avouer que lorsque j'ai fait mes remerciements, c'était vraiment très compliqué pour moi émotionnellement de décrire ces remerciements, mais bon, ils sont là, donc voilà. Merci à tous. Ok, très bien. C'est maintenant le temps pour boire un verre. Bon, ce sera un peu séparé. Ouais. Néanmoins, félicitations encore une fois. Merci. Et je pense qu'il est temps pour clôturer la session. Voilà, effectivement, n'hésitez pas à boire un verre en ma santé. Vraiment, 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 ça me ferait très plaisir. Et encore merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, chacun. Encore bravo, Corentin, encore bravo. Bravo, félicitations. Hein. Félicitations, ouais. Félicitations. Et vive le doudou. Et vive le doudou, effectivement. Elle a du casse-date. Allez, salut. Bon après-midi. Félicitations. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Voilà, je vais donc arrêter ici la retransmission en direct sur YouTube. Et encore merci pour tous vos messages, etc. Maintenant, je vais boire un ou plusieurs verres pour fêter ça. Un grand, grand, grand merci et à une prochaine.